mais parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a juste pété une barrière qui, en Mhm. fait, m'empêchait de m'exprimer sur ce mouvement. Et grâce à ça, bah, du coup, en fait, maintenant, c'est quasiment mon mouvement que je préfère. Bienvenue à tous sur ce nouveau podcast de préparation mentale, Big Brain. Je suis Aline, préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau et mon objectif c'est de retracer le parcours d'athlètes, d'entraîneurs, d'artistes qui ont un parcours inspirant et d'aller chercher dans la dimension mentale comment ils ont vécu leurs différentes expériences sportives. On commence avec la première athlète, Alison, que je vous laisse découvrir. Étant donné que je vis à la campagne, parfois ça bug un petit peu sur le podcast, donc excusez-moi si ça arrive. J'essaie de minimiser au maximum, d'écrire ce qui a été dit ou de le dire. En tout cas, profitez bien de ce moment et j'espère que ça vous plaira. Alison, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Tu es la première athlète que je reçois sur ce podcast. Donc, Waouh! présente-toi, je t'en prie, dis-nous qui tu es. Euh, je m'appelle Alison. Actuellement, je suis étudiante en alternance, donc en master STAPS management du sport. Et je pratique la force athlétique à haut niveau. Et j'ai commencé il y a 2 ans. Et donc voilà, globalement, je passe ma vie à la salle de sport puisque c'est là-bas que je fais aussi mon alternance et que bah, je fais mes 4 entraînements par semaine. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment on se connaît, comment on s'est rencontrés? Oui, donc du coup, on s'est connus parce que tu as fait ton master dans ma fac. Et ensuite, bah, via les réseaux sociaux, on s'est contactés parce que j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin dans ma pratique. Et Mhm. l'aspect mental est quelque dimension que j'avais jamais explorée et que je savais importante. Et du coup, bah, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté en faisant appel à Aline. Et puis, bah, ça n'a pas raté. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses à la préparation mentale? Parce que c'est vrai que tu n'as pas eu de cours forcément là-dessus, ou il n'y a pas eu d'intervenant dans ton club. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à ça? Alors non, effectivement, au STAPS, on n'a pas du tout eu de cours dessus, bien qu'on nous en ait parlé et qu'il y a toujours ces trucs, on dit oui, c'est 70% dans la tête, 30% le physique, machin, les idées Hmm. un petit peu reçues, mais qui au final, dans ma discipline, sont pas si reçues que ça. Et du coup, en fait, j'en ai appris plus bah, grâce à ton compte Instagram et à tous les contenus que tu peux vraiment retrouver dans ces contenus. Et en lisant tout ça, je me suis dit vraiment que c'était quelque chose qui pouvait me correspondre et qui pouvait vraiment m'emmener plus loin et travailler dans une dimension qui était jusque-là inconnue de moi et mon coach. Et comment tu t'es sentie prête à aller dans cette direction? Parce que tu as beaucoup d'athlètes qui me disent ça m'intéresse, plein de gens qui me disent ah, c'est super et tout. Mais en fait, dès qu'il faut passer le pas de faire un suivi, ah, mais en fait, je me sens pas prête à faire ce travail sur moi. C'est que ça demande quand même de l'investissement, ça demande quand même d'avoir des ressources psychologiques pour faire face aussi à ça. Comment tu as senti que tu étais prête? Alors honnêtement, je me sens que c'est vrai que quand on parle de performance, enfin de préparation mentale, on pense tout de suite aux athlètes d'un plus haut niveau qui font les Jeux Olympiques, machin. On se sent pas forcément légitime. Et au final, je me suis dit, mais en fait, Alison, tu vas faire des championnats du monde, tu vas faire des championnats d'Europe, tu vas faire des championnats de France. En fait, pourquoi tu n'en aurais pas besoin, sachant que bah, l'aspect mental, en fait, tout le monde y fait face. Et je sentais vraiment que j'avais des blocages dans ma pratique. Et c'était pas du tout lié ni à la préparation physique, ni à l'alimentation, ni à mon environnement. Je sentais que ça venait vraiment de moi. Mhm. Et du coup, je me suis dit, bah, une séance, ça n'engage à rien. Prendre contact avec Aline, ça n'engage à rien. Et dès notre première séance, j'ai tout de suite ressenti dans tes propos et que ça correspond vraiment à ce que je recherchais et ce que j'avais besoin. Et donc, effectivement, les ressources, parce que c'est pas facile de parler de soi, c'est pas facile d'aller puiser dans des ressources personnelles et puis aussi financières, mine de rien. Mhm. Mais c'est vrai que quand on voit les résultats et comment ça avance, moi, honnêtement, je ne regrette pas et j'y retournerai 100 fois. Et oui, parce que pour ajouter un petit apport, donc c'est vrai qu'on a fait ensemble, on a fait 5 séances l'année dernière, et puis là, cette année, on repart aussi. Donc voilà, il y a eu pas mal d'évolutions grâce à ça, notamment sur soulevé de terre. Enfin, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti comme évolution depuis le début du suivi jusqu'à maintenant?
Alors honnêtement, c'est vrai que je suis venue te voir notamment pour le soulevé de terre. Mhm. Nous, dans notre discipline, on a trois mouvements, le squat, le développé couché et le deadlift. Donc c'est un peu comme si on avait trois disciplines dans la même, parce que c'est des mouvements que d'un athlète à un autre, on n'appréhende pas du tout de la même façon, Mhm. qu'on ne ressent pas du tout de la même façon. Et moi, j'avais un énorme blocage sur le soulevé de terre. Enfin, j'y vais un peu fort en disant que je faisais que régresser, mais en tout cas, je progressais pas du tout. Et avec Aline, on a fait beaucoup de travail d'imagerie mentale, etc. Et je suis passée d'un soulevé de terre qui stagnait à 110 kilos, des entraînements qui étaient difficiles. À chaque fois que je voyais que j'avais du soulevé de terre dans ma programmation, il y a des nuits, j'en dormais pas, Mhm. j'appréhendais, je me sentais pas bien. On a fait tellement de travail dessus pendant des mois et pendant ces 5 séances. J'en suis aujourd'hui à soulever quasiment 160 kilos et je suis sur une pente qui fait que monter. À chaque entraînement, je progresse, je progresse, je progresse. Mais parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a juste pété une barrière qui, en Mhm. fait, m'empêchait de m'exprimer sur ce mouvement. Et grâce à ça, bah, du coup, en fait, maintenant, c'est quasiment mon mouvement que je préfère. Donc, j'adore m'entraîner dessus. J'ai totalement changé mon approche dessus. Et donc, j'ai hâte, bah, du coup, de transférer ça et d'appliquer bah, d'autres stratégies sur les autres aspects de ma pratique, du coup, cette année avec toi. Exactement, comme tu dis, en fait, le fait qu'on stagne, il n'y a pas que le fait de stagner physiquement et de pas aller chercher d'autres barres, il y a toute la frustration, toutes les préoccupations qu'on a qui sont anxiogènes, enfin, qui peuvent être anxiogènes et qui viennent empiéter sur le reste de la pratique. C'est-à-dire que c'est pas juste le mouvement qui va pas, ok, bon, je mets du temps à stagner, c'est qu'en fait, ça crée plein de désordres un petit peu, mince, j'y arrive pas, et c'est manque de confiance, sentiment de perte de compétences. Et donc, ça vient un peu empiéter sur le reste. Tu disais tout à l'heure, voilà, que il y avait la prépa physique, il y avait la nutrition, mais tu savais que c'était pas là que ça pêchait. Comment tu sais que c'était pas là? Bah parce qu'en fait, tout simplement, tout allait bien. C'est-à-dire que enfin, tout était millimétré, la Mhm. programmation. Donc, mon coach, il y passe énormément de temps. On s'informe sur plein de choses. On a testé plein de méthodes de programmation. Il est aussi diététicien nutritionniste. Donc, moi, j'ai une diète voilà, que je respecte. Enfin, moi, quand je fais les choses, c'est à 100%. Mhm. Et donc, enfin, voilà, je savais enfin, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai essayé de contrôler le paramètre et bah, ça allait toujours pas, en fait. Et donc, je me suis dit, là, Alison, enfin, faut voir ailleurs, faut agrandir le spectre, faut que je m'ouvre à d'autres choses. Et bah, du coup, en fait, comme je l'ai dit, par le biais des réseaux sociaux, etc., Mhm. ça, j'ai pas testé. Ça, je le contrôle pas. Ça, c'est vrai qu'on fait aucun travail dessus. Et je pense que ça peut clairement faire la différence. Et puis, c'est vrai que tu dis, on faisait aucun travail dessus. Si, en fait, parce que tu le faisais sans t'en rendre compte. Il y avait plein de choses que tu faisais déjà. Il fallait juste un peu réguler, replacer, peaufiner un peu ça. Mais c'est vrai que tous les athlètes, à chaque fois, me disent, ah, mais je connais pas la prépa mentale. En fait, si, vous la connaissez tous, sauf que vous ne savez pas que vous en faites ou vous la faites pas forcément de façon adaptée. T'es venu déjà avec des ressources. Et ce qui est bien avec la prépa mentale, comme on a fait, c'est qu'on a juste réglé les choses. Tu faisais ça, ok, mais finalement, tu vas le faire à un autre moment. Inconsciemment, tu fais de l'imagerie, en fait, sans le savoir. Mais tiens, on va essayer de contrôler ton imagerie de sorte à ce que ce soit pas des événements négatifs qui soient en tête. Ok. Alors, on va essayer de retracer un peu ton parcours. J'aimerais bien savoir un peu ce que tu as fait avant le powerlift, et puis après, peut-être qu'on reviendra dessus. C'est un petit peu en tout ensemble. Donc, avant le powerlift, qu'est-ce que tu faisais comme discipline sportive? Alors, moi, j'ai globalement, d'aussi loin que je me souvienne, toujours fait du sport. On changeait toutes les années parce que ma mère, elle voulait qu'on bouge et je l'en remercie. Donc, j'ai fait du judo, de l'athlétisme, enfin voilà, tout ce qu'on fait quand on peut être jeune au forum des associations, machin. Mhm, Et à l'âge de 13 ans, totalement par hasard, j'ai été attirée par la pratique du cheerleading. mhm, Donc, c'est un mélange de gymnastique, de portée. Juste avant de commencer le powerlifting, on l'a fait pendant 7 8 ans. Donc, je suis allée jusqu'à un très haut niveau. J'ai été plusieurs fois championne de France, 5 ou 6 fois. On a fait 2 fois championne d'Europe. Après, j'ai monté ma propre association de cheerleading à Saint-Maur-des-Fossés avec mes anciennes coéquipières et amies. ok. Donc, on a monté cette association. Et on a réussi à emmener, enfin, je faisais partie de l'équipe aussi, on a réussi à emmener les filles au championnat d'Europe, lors desquels on a fait deuxième aux demi-finales et quatrième lors de la finale.
ce qui nous a qualifiés au championnat du monde, auquel on a réussi à participer aussi. Et on a fait une très belle performance. Donc, c'était vraiment de très belles années, mais Mhm. c'est un sport d'équipe. On Et ça était consiste en quoi 24 filles. exactement? Parce que pour des gens qui connaissent pas, qu'est-ce que vous faites exactement et c'est quoi le principe de ce Alors, sport? le cheerleading, donc, des gens, globalement, c'est assimilé au pom-pom. Nous, ce qu'on fait, c'est pas du tout ça. C'est du cheerleading all-star. Donc, on va dire c'est le côté très sportif du pom-pom girl, si on doit totalement vulgariser la chose. Mhm. Donc, c'est en fait qui consiste à faire une énorme chorégraphie de 2 minutes 30, synchronisée avec 24 filles, et qui va mélanger des pyramides, des portées, des acrobaties type salto, rondade flip, vrille, ce genre de choses, et Mhm. de la danse à la fin. Et donc, le jeu, en fait, c'est de 2030, voilà, enfin, niveau de performance selon le niveau dans lequel, avec des éléments qui sont notés, le niveau de difficulté, la synchronisation, les expressions de visage, l'énergie. Voilà. Mhm. Et tout ça, c'est noté donc avec des critères, une liste comme ça, hein, je ne vais pas la dérouler. Mais voilà, donc c'est totalement différent de la force athlétique. Et vraiment, c'est un sport qui m'a énormément apporté et duquel je suis totalement tombée amoureuse. Et c'est pour ça que du coup, j'ai monté mon association et que j'en ai fait pendant plus de 7 ans. Et comment tu as découvert ça exactement? Par des films, par une athlète? Alors, au début, c'était. Alors, que moi, quand j'ai commencé, donc c'était en 2011, il me semble. Mhm. C'était pas du tout connu. Il y avait quelques films, genre Hamburgers. Il y a toujours les américains dans toutes les sitcoms et les films américains. Mais moi, je connaissais pas du tout. Et en fait, je suis allée au forum des associations de ma ville. Et en fait, un club de cheerleading venait juste de s'installer au sein du club de gymnastique de ma ville. Mhm. Et du coup, avec deux copines de base, on s'était dit, on voulait faire de la gymnastique cette année-là. Et tous les cours étaient pleins. Ils ne pouvaient pas nous accueillir toutes les trois dans le même cours. Mais ils nous ont dit, mais on a un nouveau truc, machin, le cheerleading. Donc, on a rencontré les athlètes qui avaient monté cette section. Ils nous ont montré des vidéos, ils nous en ont parlé et on s'est dit, bon, on va tester. Et je pense que rapidement, hein, il y a longtemps, je pense qu'au bout de 2, 3 séances, on est directement tombé dedans et on a continué. Et de là, je ne me suis jamais arrêtée. Et Est-ce que tu deux avais ans des a après, priori sur cette pratique sportive à la base, qu'ils soient en positifs, fait, pas du tout négatifs? parce que j'avais pas du tout d'a priori parce qu'en fait, je connaissais pas du tout. C'est-à-dire que comme on me l'a, enfin, j'avais pas du tout de préjugés, comme j'en avais jamais vu. En fait, on me l'a directement présenté comme cheerleading, un truc sportif, un truc très très intense. Hmm. J'ai pas du tout fait l'assimilation avec Pom Pom Girl, etc. parce qu'on me l'a vraiment jamais présenté comme ça. Quand j'en parlais autour de moi, on me disait directement Pom Pom Girl. Et moi, du coup, j'étais un peu en mode, Mais mais non, non, moi en fait, c'est pas j'ai ça. un physique, moi. Moi, Ouais, c'est je des fais pompons, il y pas. a des pompes dedans, attention, hein. Je soulève des gens, J'ai hein. jamais, j'ai jamais touché à des pompons de ma vie, je connais pas. Donc en fait, ouais, en fait, je connaissais pas et du coup, j'ai découvert quelque chose tout de suite. Et c'est que après que j'ai fait les connexions avec Pom Pom Girl, etc. et l'image que ça avait, surtout en France, parce qu'en fait, aux États-Unis, il n'y a pas du tout ça. La distinction, elle est claire, nette et précise dans la tête de tout le monde. Alors que en Europe, cheerleading, pom pom girl, cheer Mhm. dancing, tout ce que tu veux, c'est la même chose. C'est des filles qui sont en mini-jupe et qui dansent avec des pompons. Voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais face à cette image-là, alors que toi, tu n'avais pas du tout commencé avec cette image-là de ce sport? Honnêtement, c'était hyper frustrant. Franchement, de toujours répéter la même chose. Enfin, quand on te dit, enfin, quand toi, tu fais une pratique pour laquelle tu t'entraînes des heures et des heures par Hmm. semaine, que tu mets de l'argent, du temps, des ressources physiques, tu vas au championnat de France, championnat de France, championnat du monde, et qu'on te dit, ouais, ce que tu fais, c'est pas mal. Tu regardes comme ça et t'es là, ouais, ok, super. En fait, des fois, j'avais même pas envie d'expliquer parce Ouais, que ouais, tu ouais. vois dans le regard des gens, en fait, des fois, ils ont même pas envie Viens de comprendre, t'entraîner tu sais, avec t'essayes de moi, leur tu vas voir. expliquer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu dis non, mais moi, je balance des filles en l'air, je me la tue, on se fait mal, on vomit à l'entraînement, on se la donne. Enfin, non, je suis pas pom-pom girl, en fait. Et j'ai beau, et il y a certaines personnes, alors qui étaient très réceptives, tu montres Hmm. des vidéos, les gens sont tout de suite impressionnés, en fait, au final, et tu te rends compte que c'est juste qu'ils n'étaient pas informés. Bien Mais il y a sûr. des gens, des fois,
T'as beau leur expliquer, etc. Ça rentre par là, ça sort par là. Hmm. Et même si tu leur expliquais une première fois, la fois d'après, quand ils en parlent à quelqu'un d'autre, ils disent ouais, les pom-pom girls. Mais non, en fait, je t'expliquais que Ça j'étais fait pas 1 heure que pom-pom je te girl. raconte un truc et tu me dis pom pom. C'est pas genre. Et au Ok. final, en fait, les gens se rendent pas compte, mais c'était dégradant en fait pour ce que je faisais, quoi. Enfin, ouais, franchement, il y a des moments, c'était assez dur, surtout dans la famille. Enfin, quand on en parle comme ça, quand on balance des trucs, bah, ça fait pas plaisir en fait, parce que toi, tout ce que tu as investi dedans, t'as pas Hmm. envie que ce soit résumé comme ça à la va-vite. Enfin, je préfère juste que tu en parles pas pour dire ça, tais-toi. Est-ce que la réalité des autres a déjà impacté ta motivation ou ta confiance en toi lors de tes entraînements, de tes compétitions? Alors honnêtement, pas du tout, parce que le cheerleading, en fait, ça avait cette grosse vertu. Bah, c'est un sport d'équipe. C'est pas une petite équipe parce qu'on est 24. Avec les remplaçants, on est 30. Donc en fait, on était dans une bulle. Enfin, l'extérieur, ça importait pas parce que nous, on savait ce qu'on faisait, on savait ce qu'on valait. Et en fait, même si les gens extérieurs, ils avaient une réalité, une image, bah, en fait, j'avais 29 personnes en face de moi Mhm. qui, qui étaient dans le même bateau que moi, et on se soutenait. Et en fait, on passe par tellement d'émotions, on vit tellement de choses dans un entraînement, parce que nos entraînements, ils duraient quand même 4 heures. Ok. Donc, c'est énorme. Donc, en fait, on passait par tellement d'émotions, on allait faire des championnats tellement énormes que, en fait, rien d'autre n'avait d'importance. Et je me rappelle même qu'à l'époque, mes amis ils disaient, ouais, t'es dans une secte, machin. Mais en fait, pas du tout. C'était juste, ouais, c'était une grosse famille, en fait. Mais c'est C'était assez ça, c'est les incroyable. sports collectifs, il y a ce pouvoir d'appartenance de la communauté, d'entraide. Du coup, en 4 heures, qu'est-ce que vous faisiez comme entraînement? Bah, en fait, du coup, comme je te l'ai dit, les routines de 2 minutes 30, elles sont composées de portées, de sauts, de Hmm. danse, d'acrobatie, etc. Donc, en fait, lors d'un entraînement, on passe par le travail de tous ces éléments-là. Donc, en Mhm. fait, sur 4 heures, par exemple, si je te donne un entraînement des plus typiques, on avait 1 heure d'échauffement, préparation physique. Après, on avait 1 heure de gymnastique pure, c'est-à-dire on allait travailler les saltos, des éducatifs pour apprendre à faire du sol en gymnastique en fait. Ensuite, on avait 2 heures où on travaillait, enfin 1 heure, 1 heure et demie, où on travaillait les portées, les pyramides selon les entraînements. Et après, selon le moment de l'année, selon le temps qu'il y avait par rapport aux Mhm. compétitions, bah, on travaillait plus ou moins longtemps l'enchaînement, la routine, quoi, la chorégraphie. Donc, plus on approchait des compétitions et plus on passait de temps à répéter cette routine. Donc, en fait, pendant 1 heure, on fait que la faire. Donc, une fois, on fait la routine de 2 minutes 30 qu'avec les portées. Une fois, on fait en mimant tout le reste. Une fois, on fait la routine en faisant que la gymnastique, en mimant tout le Mhm. reste. Une fois, on fait que mimer pour vraiment travailler la synchronisation, parce que tout devait être carré, carré. Ok. Et voilà. C'était très, très éprouvant. Honnêtement, c'est un sport extrêmement éprouvant. Et en y repensant maintenant, est-ce que il y a des choses en préparation mentale que vous avez travaillé, ne serait-ce que sur les chorés, de l'imagerie mentale, pour se concentrer? Est-ce que vous faisiez des choses pour avoir plus de cohésion d'équipe? Alors oui, alors maintenant que tu me le dis, oui, mais tu vois, comme on disait tout à l'heure, je l'assimilais Hmm. pas de la préparation mentale. Ouais. Maintenant, je le sais parce que tu m'as donné les clés, mais c'est vrai que notre coach qui était américaine et Mhm. qui est expatriée en France, donc avant chaque entraînement, on faisait avant l'échauffement, enfin, ça faisait partie de l'échauffement, des exercices de respiration. Mhm. Avant les passages, on faisait de la visualisation. En fait, on se mettait tous en rond. Je me rappelle, on se tenait la main et on mettait la musique, on comptait parce qu'on fait sur des comptes 1, 2, Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toute la routine, c'est comme ça, sur des comptes. Et tout le monde s'imaginait la routine, on s'imaginait en train de réussir. Je me rappelle carrément, après les 2 minutes 30, larmes aux yeux parce qu'on était dedans. En plus, on se tenait un peu entre nous, on se ressentait les uns les autres. Et donc, on faisait beaucoup de visualisations comme ça. Et on mettait aussi beaucoup de choses en place pour la cohésion d'équipe. Donc, on faisait des restos, on faisait des sorties, on partait en vacances ensemble. Ok. Voilà, on avait énormément de choses comme ça, de team building en fait. Ok, ça c'est en dehors de l'entraînement. Est-ce que pendant l'entraînement, alors en dehors de ce que tu m'as dit sur la visualisation, est-ce que vous aviez des temps privilégiés pour justement développer la cohésion d'équipe, comme là ce que tu me disais avec se tenir les mains? Oui, alors surtout à l'approche des compétitions.
C'est-à-dire que quand on répétait la chorégraphie, la routine, on se mettait vraiment dans les conditions. Mhm. Notre coach elle mettait vraiment un point d'honneur à ça, à ce qu'on se replace dans les conditions de compétition. Donc vraiment, on se mettait dans un coin du praticable. On avait des motivational talks. Enfin voilà, les capitaines d'équipe prenaient la parole. Enfin, Mhm. vraiment, on mettait en place les rituels qu'on allait mettre en place lors de la compétition. Et enfin voilà, après notre coach nous a appelés, voilà, comme si le speaker nous faisait rentrer. Et vraiment, enfin c'était tout comme en compétition, Ok. avec la visualisation, les petits talks, les petites choses comme ça. Après, c'est vrai que maintenant, avec le recul et tout ce que j'ai appris grâce à toi, je trouve que c'était peu par rapport à ce qu'on aurait pu faire. C'est comme s'il y avait un levier qu'on n'avait pas activé entièrement. Mhm. Et maintenant que je le sais, c'est dommage. Mais après, voilà, c'était aussi moins connu. Moi, je te parle de ça, c'était en 2012. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses maintenant qui ont évolué. Il y a les masters, les choses comme ça. Même les coachs sont plus formés, j'ai l'impression. Et c'était quelque chose de peu connu à l'époque où je faisais du cheerleading. Et c'est vrai que maintenant que je vois tout ce que je mets en place pour ma pratique à moi en force athlétique, Mhm. bah, je me dis, waouh, il y avait tellement de trucs à faire, en fait, surtout avec tant de personnes réunies. C'est dommage. Ouais, comme un potentiel inexploité, une case qui n'a pas été développée, quelque chose qui reste encore Exactement. à avoir. Est-ce que tu peux nous raconter ta plus belle compétition, celle qui t'a le plus marqué dans ta pratique du cheerleading? Alors moi, ça va être les championnats du monde de cheerleading que j'ai fait avec Eternity All Stars, donc avec l'association qu'on a montée avec mes copines et anciennes teammates. En fait, les compétitions de cheerleading, il y a les semi-finales et les finales. Et en fait, en semi-finale, ils prennent non, les 3 ou 5 meilleurs de chaque pays Mhm. pour faire les finales. Donc en finale, il y a beaucoup moins d'équipes qu'en semi-finale. Nous, comme on était français, bah, il y a peu d'équipes en France. Donc en fait, quand on y C'est ce que va, je on me sait demandais. Est-ce déjà qu'il qu'on y a un va bon faire niveau en France par rapport à cette pratique sportive? Comment ça se passe? Il y a une équipe de France aussi, comme les autres disciplines. Il y a une fédé. Comment ça se passe? c'est très compliqué en France. En fait, il y a une fédé, mais c'est une fédé affinitaire. En fait, le cheerleading est sous l'égide de la Fédération française de football américain. De football Donc, américain. c'est Ok, ça j'aurais aussi. pensé que c'était Ouais, gym, mais rien à voir, non? même pas. C'est ça aussi, tu vois, qui part la confusion avec les pom-pom girls, etc. Parce que déjà, tu associes le cheerleading au football américain. Donc, dans la tête des gens, c'est les filles qui encouragent les mecs sur le côté du terrain, quoi. Mais pas du tout. Bref, et en fait, cette fédération, c'est un peu compliqué. Bon, alors maintenant, je n'ai pas trop suivi. Ça fait 2 3 ans que je suis sortie. Donc, je ne suis pas trop l'évolution, mais je sais que c'était un peu Hmm. compliqué. Parce que la commission de cheerleading, à l'époque où j'en faisais, c'était pas forcément des spécialistes. Le développement de la pratique, c'était compliqué. Par exemple, au niveau international, il y avait à l'époque 6 niveaux. En France, il n'y en avait que 3. Donc, en fait, tu avais niveau 1, 2, et tu avais le niveau 3 qui couvrait le niveau 3 à 7 à l'international, en fait. Donc, Mhm. c'était un peu le bordel. Ok. Moi, à l'époque où je faisais, il y avait peu de clubs. Maintenant, c'est quand même développé. Il y a plusieurs clubs qui ont un bon niveau et qui vont d'ailleurs au championnat du monde, qui ont été champions d'Europe, etc. Je pense à Paris Cheer, qui est une excellente équipe avec des excellents coachs. Mais ça reste quand même extrêmement sous-développé par rapport à ce qu'on a dans les pays nord-américains, Mhm. même sud-américains. Ça reste sous-développé, hein. C'est pas... Ok. Mais il y a du mieux, il y a des gens qui font avancer le sport. Honnêtement, ces dernières années, moi, je vois plein de bonnes choses en France. Donc, ça prend du temps, mais c'est là. Ok. Pour revenir du coup à ta meilleure compétition, parce que c'est vrai que j'ai fait une petite parenthèse là-dessus. Donc, je disais, en fait, comme il n'y a pas beaucoup d'équipes en France, bah, en fait, Mhm. nous, quand on va aux demi-finales, on sait qu'on est automatiquement qualifié en finale parce qu'on n'est pas 10 en France, machin. Mhm. Donc, je me rappelle que c'était en 2000, je crois que c'était l'année du Covid, c'est en 2019. Donc, c'est à Orlando, en Floride, à Disney World. Donc, on fait les semi-finales. Honnêtement, on n'est pas fiers du tout de notre performance. C'était pas catastrophique, mais je pense qu'on a tout été pris de stress, la grandeur du truc, etc. Je pense que, bon, moi, je l'avais déjà vécu, mais je pense que les filles, n'étaient pas préparées. Enfin, après, c'est tout à fait normal, voilà. Et bah, du coup, on avait le seum. Et en fait, le lendemain, non, c'était 2 jours après les finales, là, on a fait une performance incroyable. Enfin, on a quasi fait un sans faute. On a quasi fait un sans faute. Je me rappelle, j'ai encore l'image de ma coach en face de moi sur le praticable.
Carrément, j'ai limite les larmes qui montent. Enfin, je nous revois à la fin de la routine, on saute tous dans les bras et on était juste trop contentes parce que c'était la fierté en fait. Moi, je me tournais vers mes copines avec qui on avait monté l'association. On s'est regardé, on s'est dit, bordel, il y a 2 ans, on cherchait un gymnase en fait. Il y a 2 ans, on toquait à toutes les portes pour monter l'association. Et là, on est sur le praticable des championnats du monde et on a juste trop réussi notre Corée. Toutes les filles, elles étaient en pleurs et tout. Enfin, moi, il y avait ma Mhm. famille qui était venue en Floride avec quelques amis. Enfin, c'était incroyable. Qu'est-ce C'était que tu as ressenti à ce moment-là vis-à-vis de toi, l'image que tu avais de toi à ce moment-là? honnêtement, j'ai rarement ressenti une aussi grande fierté. Et en fait, j'étais fière, alors fière de moi parce que j'avais réussi ma performance sportive, mais en fait, c'était même pas le truc qui m'a tout de suite tapé. En fait, ce qui m'a tapé, c'est que je Mhm. me suis dit, regarde ce que tu as fait pour 23 filles autour de toi, regarde ce que tu as fait, bien sûr, avec mes copines, hein, on était 6 à le faire. Hein. Et je me dis, regarde ce qu'on a réussi, c'est incroyable en fait. Et en fait, j'ai ressenti de la joie parce que les filles, mes coéquipières, elles étaient dans un état d'euphorie totale et de fierté intense en fait. Et j'étais trop fière et trop contente d'avoir participé à ça en fait. Au-delà de ma performance sportive, j'étais plus fière de l'accomplissement des 2 ans où on en a chié, parce que moi, bah, du coup, j'étais responsable de la Mhm. section, donc je gérais tout, en plus de mon travail, en plus de mes études et en plus de moi en tant qu'athlète. T'avais quel âge à Et ce je me dis, moment-là? comment? Tu avais quel âge à ce moment-là? C'était en 2010, j'avais 20, 21, 22 ans. Mhm. Ok. Et Est-ce- ouais, en ouais. fait, c'était juste l'accomplissement de 2 ans de dur labeur, en fait. Et ça a tout relâché d'un coup et j'étais trop fière, trop, trop fière. C'était Qu'est-ce que incroyable. tu aimais le plus dans ta pratique sportive là? C'était le fait que ce soit un sport d'équipe et qu'on était. Mhm. En fait, on était 24, mais on n'était qu'une personne, en fait. Parce que la chorégraphie, comme tout doit être millimétré, synchronisé, en fait, si on a une qui fait une faute, bah, en fait, c'est les 24 qui l'ont faite aussi. Et c'est vraiment c'est cette connexion qu'il y avait, cette énergie qu'il y avait entre nous et comment une pouvait impacter les autres et comment une pouvait donner la force aux autres. Enfin, je me rappelais, notre coach, elle nous disait tout le temps, regardez, donnez-vous de la force. Si vous en voyez une qui fait le salto alors que vous ne faites pas le salto, et criez plus, vous regardez, lui donner la force, machin. Et enfin, vraiment en 2 minutes 30 et on passait par tellement d'émotions et j'ai jamais ressenti ça dans n'importe quel autre sport. Enfin, c'est assez incroyable. C'est très difficile à décrire quand on n'a pas vécu. Mhm. Et ça, je ne l'ai jamais retrouvé nulle part ailleurs et je pense que c'est ça qui me marquera à toute ma vie, je pense. Ok. Et comment on exprime sa singularité dans un sport d'équipe comme ça, où c'est très cohésion d'équipe, l'équipe, le tout, comme tu dis, on est 24, mais en fait on est un. Comment on s'exprime nous-mêmes? En étant moteur pour les autres. Et je sais que notre coach, elle nous le disait souvent, enfin, si on est 24 et si on est 24 à être moteur pour les 23 autres, ben, en fait, on va faire que de monter, 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 monter. Et en fait, on va être, elle nous disait, vous allez être inarrêtable. Enfin, c'est comme une machine qui s'arrête jamais de tourner parce que si on est 24 moteurs, si on a un qui lâche, on a 23 autres qui prennent le relais. Et en fait, on se portait comme ça. Et le but, c'était pas qu'il y en ait une qui brille plus que l'autre et que ce soit vraiment les 24 ensemble. Et du coup, après, sinon, si on devait avoir des petites singularités, bah, c'est pendant la chorégraphie, pendant la routine, les expressions de visage qu'on va avoir. Je sais qu'en cheerleading, ce qui est aussi noté, c'est nous, on a une musique, il y a un mix de musique en fait qui est calé sur la Mhm. chorégraphie. Chanter les paroles, c'est ouvrir les yeux, il fallait toujours être comme ça, sourcils levés, avec les yeux bien ouverts, et toujours le sourire, et faire des grandes expressions de visage, avoir la bouche qui parlait, et voilà, sourire, et en fait faire comme si de rien n'était, alors qu'en 2 minutes 30, tu au bout de ta vie, t'en peux plus, t'enchaînes tout, mais il faut faire comme si de rien n'était, comme si c'était Mhm. facile, etc. Et c'est vrai qu'il y en avait qui avaient beaucoup plus de facilité à le faire que d'autres, et je pense que c'est ça qui faisait les petites différences entre chacune. Est-ce que vous avez connu des conflits dans l'équipe, justement, par rapport au fait que vous soyez beaucoup, que c'est un sport d'équipe, qu'il y a 24 filles? Alors oui, bien sûr, c'est sûr que 24 personnes ne peuvent pas s'entendre
Enfin, moi, je m'entendais, enfin, je dis moi, mais tout le monde, hein, Mm. tu t'entends pas de la même façon avec les quatre filles avec qui que tu vas voir plus en dehors que les autres. Avec le père, ça colle un peu moins. Mais globalement, oui, il y avait des petits conflits, surtout quand il y a la fatigue qui prend le dessus. Dans Mhm. un entraînement de 4 heures, il faut se dire que la dernière heure, en fait, c'est là en plus où tu répètes la choré. Et en fait, bah, quand tu es à cran, quand tu as la compétition qui arrive, bah, il y en a Mhm. une qui fait une erreur. Bah, moi, je me suis déjà vue être un petit peu virulente, alors que au final, il faut pas. Mais c'est vrai qu'il y a des conflits comme ça qui naissaient des fois. Mais après, les coachs, les capitaines d'équipe, enfin voilà, leur rôle, c'était aussi d'inhiber tout ça. Et en fait, après, on se rassemblait dans la performance. Donc, c'était des petits conflits, mais c'était vite mis hors d'état de nuire, quoi. Comment sont, bah, ça va, alors. Comment sont construits les rôles au sein de l'équipe? Tu me dis qu'il y a des capitaines, j'imagine qu'il y a aussi des rôles stratégiques. Comment ça se passe? Alors oui, il y a les capitaines. Donc nous, ce qu'on faisait, c'était au début d'année. Alors bah, globalement, c'était toujours à l'unanimité, hein. De toute façon, c'était deux filles, Marine et Maud, qui étaient voilà, elles étaient à fond dans le cheer. Elles avaient ça dans le sang. Et puis elles étaient toujours là à motiver tout le monde. Enfin, en fait, tu peux jamais être down quand tu es capitaine. Tu es obligé dans un sport comme ça, quand tu es capitaine, toujours poker face. Tu avances, tu donnes de l'énergie à tout le monde, même si ça va pas, même si machin. Bon, après, les coachs aussi, ils choisissaient les capitaines, mais globalement, on était toujours toutes d'accord avec les coachs. Enfin, parce qu'on se connaissait, la cohésion de notre équipe, c'était comme ça. Mhm. C'était une vraie synergie. Et ensuite, les rôles, donc ça va surtout être au niveau des portées. Il y a des postes, donc il y a 4 postes différents. Il y a les bases qui sont face à face. Il y a le backspot qui est derrière. Il y a ensuite la flyer, celle qui est en l'air. Et après, donc facultativement, il y a un front spot, donc quelqu'un qui est là en renfort en plus sur Mhm. le devant. Et donc ça, globalement, c'est décidé au début de l'année. Alors déjà en fonction de la morphologie, bien sûr. Donc généralement, les plus grandes, elles sont backspot. Après, on forme des paires pour les duos de base. Et après, les filles les plus athlétiques, gymniques, à l'aise en proprioception avec leur corps et généralement plus fortes en gymnastique, étaient flyers. Ok, toi, tu étais où du coup? Alors moi, j'étais au début, moi j'ai commencé le cheerleading en étant base. Et ensuite, je faisais base et flyer, c'est-à-dire que j'étais flyer dans certains portées et aussi en pyramide. Et Mhm. sinon, j'étais base. Ok. Est-ce que dans toute cette expérience, on a parlé un peu des moments de réussite, etc. Est-ce que tu as connu des échecs dans cette petite expérience sportive? Euh, Honnêtement, pas vraiment, parce qu'en fait, on ne prenait jamais, enfin, on n'utilisait jamais vraiment le mot échec. Mhm. Alors, on échoue, hein, on échoue, on échoue, on échoue, mais nos coachs ils nous disaient toujours, OK, on a échoué, bah, c'est pas grave. Parce qu'en fait, si on se laisse matrixer par l'échec, bah, on va pas en tirer de leçons, on va pas se relever plus fort, on va pas avancer. Donc en fait, en compétition, bah, on a vécu par exemple l'échec bah, au championnat du monde lors des demi-finales, comme j'ai Mhm. expliqué. Oui, 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 la première Corée que vous avez faite. Ouais. Exactement. Donc, bah ça, pour le coup, oui, c'était un échec, hein. On va pas, enfin, faut appeler un chat un chat. Mais en fait, je pense qu'on a on a toutes ressenti de la colère et de l'énervement envers un tel parce qu'elle a raté ça, envers un tel parce que machin. Mais en Mm. fait, ça a duré 1 heure. Après, on s'est reboosté, on a regardé la vidéo 100 fois, on a fait les ajustements, on s'est dit, OK, dans 2 jours, ça, on le fait mieux, ça, machin. Et en fait, on s'est tout de suite ressoudé comme ça. Et on s'est dit, OK, on a fait une performance, on a une deuxième chance. Donc, bah maintenant, en fait, c'est juste à nous de la saisir parce que c'est les finales. On a la chance de pouvoir être qualifié automatiquement. Donc, en fait, on a la chance de, même après avoir échoué, bah, c'était quand même une victoire quelque part parce qu'on s'est qualifié et qu'on pouvait quand même refaire notre performance lors des finales. Et Mhm. performance a bien mieux réussi. Qu'est-ce qui a été... Attends, je refais ma question. Dans ces moments où vous avez échoué, qui a défini ça comme un échec? Honnêtement, alors moi, j'ai fait partie. Alors, on n'était pas dans les 24, on était toutes, on n'était pas en mode c'est un échec, machin, parce que bah, déjà, sur les 24,
je pense qu'il y en avait genre 18 qui n'avaient jamais été aux États-Unis, qui n'avaient jamais fait les championnats du monde, qui n'avaient jamais fait de grosses compétitions, hormis les championnats régionaux du coin et aller les championnats de France. Et les championnats de France, en France, de cheerleading, voilà, c'est pas les championnats du monde à Disneyland. Donc, elles, en fait, elles n'ont pas du tout pris ça comme un échec, pris du recul. Moi, j'avais déjà fait les championnats du monde. Je pense que j'étais investie extrêmement personnellement au niveau du club, au niveau de l'équipe, machin. Moi, j'ai vraiment pris ça comme un échec et j'étais très énervée. Je n'étais pas énervée contre quelqu'un en particulier, j'étais énervée contre nous, en fait. J'étais énervée contre moi. Vraiment, je me suis mis dans c'est un échec, c'est un échec, c'est un échec, c'est un échec. Et je sais que là, c'est mes coachs qui m'ont pris à part. Et ils m'ont un petit peu retroussé les manches, quoi, enfin les bretelles. Ils m'ont dit, je ne peux pas me comporter comme ça, en fait, parce que moi, je suis censée être aussi une des leaders de l'équipe. Donc, je pense qu'on est 4-5 à avoir vraiment plongé dans l'échec, parce qu'on avait une grosse déception, parce qu'on se voyait réussir, parce que vraiment, ça nous a impacté, mais au plus profond. Et vous aviez une image, Et, votre réalité et entre ce qui s'est passé, il y a eu un décalage, c'est ce qui a créé ce ouais, sentiment d'échec. Mais toutes c'est ça, n'avaient il y pas a eu cette un réalité-là, gros- puisque le fait même d'être dans cette compétition, c'était déjà un sentiment de compétence, d'accomplissement, mais vous n'aviez pas la même réalité. C'est pour ça que dans les sports collectifs, je me demande comment tu fais pour t'exprimer, que ce soit aussi bien dans tes qualités que dans tes limites, dans un nous qui se veut avoir une réalité commune, mais on n'y peut rien. Des fois, on a des réalités qui sont différentes des autres. Comment vous avez réussi, du coup, à vous remobiliser pour la suite? En fait, du coup, je pense que là, le coach intervient. Du coup, l'intervention du coach, elle devient extrêmement importante parce que c'est un peu nos coachs. On avait deux coachs. C'était un peu les deux voies qui nous unissaient tous. Et c'était un peu notre chemin, quoi. C'était nos rails. Et c'est ce qui faisait qu'on était toutes reliées comme ça parce qu'on leur portait toutes le même amour. Et on les estimait toutes de la même façon. Et on voulait toutes, en fait, juste pas les décevoir, on voulait pas se décevoir. Et je pense que du coup, là, c'est à chacune la responsabilité, en fait, de remettre le nous au milieu du jeu quand il y en a comme ça qui se détachent du groupe. Par exemple, je pense à moi et mes 4-5 autres collègues qui avons plongé tout de suite dans la déception, l'échec, etc. Je pense que du coup, c'est là où les personnes de l'équipe, il faut qu'elles viennent nous raccrocher, en fait. Il faut qu'elles viennent nous dire non, enfin, rentrez dans le nous, ne partez pas dans votre jeu. On est ensemble, on échoue ensemble, on réussit ensemble, on apprend ensemble, en fait. Et Et comment tu as ça, réussi à justement passer du jeu au nous? Comment tu as réussi à te réintégrer, à réadhérer à cette collectivité? alors déjà, grâce à mes coachs qui m'ont pris à part pendant au moins 10 minutes, qui m'ont fait prendre du recul directement, en fait. Ils m'ont mis, en fait, moi, je pensais que aux mauvais trucs, aux trucs qu'on n'avait pas bien fait. Et là, mes coachs, eux, ils m'ont parlé que des bons trucs. C'est-à-dire, imagine, elles, c'est leur première expérience. Toi, tu as déjà fait 2 fois. Elles, c'est une vraie victoire pour elles. Elles sont fières. Mais toi, quand elles te voient comme ça, elles n'arrivent pas à être fières parce qu'elles te voient, toi, et les 4 autres filles aussi qui étaient très dégoûtées avec moi. Et elles me disent, en fait, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour elles. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour elles. Et tu verras que ça va te raccrocher et tu n'y penseras même plus. Et après, en fait, je me suis fait force. C'est-à-dire, j'ai fait poker face. J'ai pensé à mes coéquipières. Je me suis remis dans... Et en fait, je pense que quand elles ont vu que nous 4-5, on était là, on était revenus, même si on faisait un peu semblant au début. Au début, oui. On pensait à... Et en fait, après, elles nous ont... Attends, ça a bugué. leur Est-ce que tu peux bienveillance. juste redire juste après, là, les quelques secondes? Tu as dit on a fait poker face et après, ça a Voilà, bugué. c'est ça. On faisait semblant. Enfin, voilà, on s'est dit, OK, on le fait pour elle. On s'est remis dans le groupe. On essayait de retrouver le sourire, etc. Et en fait, quand on les a entendus parler, quand on les a entendus débriefer, quand on a vu leur sourire, quand on les a vus excités à l'idée des finales, en fait, on a tout oublié. Et en fait, moi, je me suis remis dedans instinctivement. En fait, j'ai rien contrôlé. C'était la force de mon équipe, en fait, ça m'a envoûtée.
Ok, Ça donc m'a là, les rajouté. techniques de remobilisation que tes coachs ont utilisées, c'est qu'elles elles ont orienté ton attention sur le positif. Elles ont Exactement. fait en sorte de te reconnecter à ton empathie, au groupe. Ah tiens, tes coéquipiers pensent ça. Exactement. Elles t'ont aussi réorienté vers les valeurs du groupe, le collectif, ta mission, pourquoi vous êtes là. Et tout ça, ça t'a permis de prendre du recul et finalement de te reconnecter à ce pourquoi tu étais là, au plaisir que tu Ah, prends dans le sport aussi. Est-ce qu'elles t'ont donné c'est ça. d'autres conseils techniques ou d'autres conseils par rapport à ton savoir sur ce sport-là, au plaisir que tu prends? Bah, alors après, du coup, ils ont vraiment, il y a eu cet aspect-là. Alors, tu as très bien décrit, c'est exactement comme ça qu'ils m'ont reconnecté au groupe. Et après, ils ont aussi énormément, parce qu'ils me connaissent, hein, ils me connaissent Mhm, depuis que j'ai 13 ans. Moi, ça représentait beaucoup la responsabilité que j'avais vis-à-vis de la section sportive, vis-à-vis de l'équipe. Donc, ma responsabilité hors athlète, quoi. Le fait mhm, que je sois responsable, etc. Et du coup, je sais qu'ils ont mis ça en avant. Ils ont joué cette carte-là pour vraiment que j'oublie l'aspect athlète, que j'oublie la déception que j'ai pu avoir en tant qu'athlète mhm, et que vraiment je me reconnecte au groupe par ce biais-là, en fait. mhm. Parce que Pas mal la c'est technique. c'est ça C'est vrai que qu'on ouais, venait de te chercher. faire reprendre ta responsabilité, ton rôle de responsabilité, c'est aussi une façon de remobiliser tes ressources, de te reconnecter à ta C'est ça. mission et de dire en fait, oui, tu as un sentiment de compétence, tu es leader dans le groupe, on a besoin de toi, on a besoin de tes compétences. Et là, d'un coup, tu te dis, bah, ok, j'ai échoué, mais en fait, j'ai un rôle qui me permet d'avoir un sentiment de compétence développé, j'ai un rôle important, donc je suis quelqu'un d'utile, de compétent pour le groupe, et donc on a besoin de moi à ce moment-là. Exactement. C'était exactement ça. Parce qu'ils savent, ils m'ont dit, on sait que la position dans laquelle tu es une machine de guerre, c'est quand tu as des responsabilités et quand tu as des gens qui dépendent de toi. Enfin, quand le bonheur et la réussite des gens dépendent de toi, c'est là où voilà, je mets 300% de mon énergie, en fait. Parce que j'ai pas envie de décevoir. J'ai, j'aime être bienveillante, en fait. Mhm. Du coup, ça m'a vraiment remobilisée à fond, quoi. Et est-ce que à ce moment-là, tu as voulu arrêter ou pas continuer, pas ta pratique, mais cette compétition-là en particulier? Est-ce que tu avais envie d'abandonner avec tes coéquipières qui définissaient ça comme un échec ou pas forcément? Alors, je pense que sur le coup de l'énervement, je dirais dans les 10 secondes à 1 minute qui ont suivi la sortie du Hmm. praticable, j'ai pu tout envoyer chier. Ouais. Mais après, en fait, tu regardes autour de toi, tu te dis putain, je suis là. Tu regardes tes copines, tu te dis putain, on est là. Et après, enfin, ce sentiment, enfin, d'abandon, ça m'a directement quitté. Enfin, il n'en était même pas question. Oui, il y avait toujours la déception, la colère, machin, avant que je sois remobilisée par mes coachs et mon équipe. Mais honnêtement, sentiment d'abandon, tu sais, c'est le truc qui te pique sur le vif comme ça, mais que tu dis, mais non, mais n'importe quoi. Et puis ça te passe par-dessus la tête directement, Ok. quoi. Et par la suite, ben, tu pratiques plus ce sport aujourd'hui? Plus du tout. Qu'est-ce qui a Non. fait que tu as arrêté? Malheureusement, le Covid, déjà. Alors, j'avais arrêté en tant qu'athlète l'année d'avant pour des raisons de... Enfin, j'ai arrêté, en fait, la saison 2019, du coup, c'est terminé en juillet Mhm. 2019. Nous, c'était septembre à septembre, truc format associatif. Donc, en juillet 2019, j'ai décidé de continuer en tant que coach et responsable de l'association, mais Mhm. en tant qu'athlète, parce que j'avais plus le temps, parce que ça sollicite énormément de temps. Il faut imaginer qu'on est 24. Quand il y en a une qui est absente à un entraînement, ça pénalise au moins le groupe de portée. Donc, ça pénalise au moins 5 personnes qui ne peuvent pas pratiquer ce jour-là, enfin, du moins pas les porter. Et enfin, en fait, quand il y en a une sur les 4, c'est le tel déjà. Donc, il y a vraiment besoin d'être là à tous les entraînements. Il y a des entraînements supplémentaires pendant les vacances. Il y a aussi les déplacements à l'international parce que les États-Unis, on ne fait pas l'aller-retour en 2 jours. Mhm. Il y a des frais financiers. Ça, on ne va pas se mentir, ça coûte cher. L'uniforme, la tenue d'entraînement, les trucs, les si, la Floride, 1500 Mhm. euros, la cotisation. Donc, en fait, du coup, je ne voulais pas pénaliser mon équipe. Ouais. Donc, j'ai décidé juste de garder ma casquette de coach. Je coachais les petites juniors de l'association. Mhm. Et du coup, j'avais juste continué à coacher. Et après, il y a eu le Covid. Du coup, Et nous, donc, interdit, gymnase fermé.
Et Mhm. du coup, après, quand on aurait pu redémarrer, ça aurait été là en septembre 2021. Mais malheureusement, il y a eu des changements au niveau des associations d'anciens morts. Et nous, moi et mes amis qui avions monté ça, on a chacune fait notre route. Voilà, Mhm. on a tous eu des vies de famille, des vies professionnelles. Et du coup, on a décidé d'arrêter, on a décidé de fermer l'association, malheureusement. Ok. Tu parlais des contraintes tout à l'heure financières, de temps, que c'est une pratique énergivore, qui prend. T'es combien d'heures exactement par semaine, au fait? Alors, on avait 4 heures d'entraînement, 4 à 5 heures d'entraînement obligatoire le samedi matin. Mhm. Et ensuite, on avait 2 autres créneaux dans la semaine pour venir travailler uniquement le côté gymnastique. Donc, toutes les acrobaties, etc. Et là, on avait 2 fois 2 heures dans la semaine, mais c'était des créneaux facultatifs. D'accord. Donc, tu parles de toute cette charge enfin, de toute cette contrainte pour pratiquer ton sport. Et finalement, à quel moment tu as senti que ces contraintes-là prenaient le dessus sur le plaisir que tu prends à faire ce sport? Parce que des contraintes, il y en a dans toutes les pratiques sportives, même celles que tu vis aujourd'hui. Tu te déplaces souvent complète, il y a toute la préparation, enfin tout ce qui est lié à ta pratique sportive. Qu'est-ce qui fait que ça a mangé le côté plaisir? En fait, le truc, c'est que les entraînements, les horaires, c'est pas du parce que on est 24. Donc, s'il y en a une qui dit, ouais, viens, on fait 9h midi au lieu de 10h, 14h, machin, enfin, c'est juste pas possible, en fait. Donc, on Mhm. est obligé d'avoir un emploi. On est 24 et qu'il faut un moment tranché, quoi. On peut pas, chacun peut pas y aller de sa sauce, c'est pas possible. Et du coup, ça me bloquait énormément, moi, dans mes déplacements professionnels, et puis dans mes études. En fait, ça me bloquait trop, en fait. Ça me bloquait trop les week-ends, la semaine. J'étais obligée de sécher des cours des fois pour aller entraîner les petites. Donc, c'était un peu, ça devenait vraiment contraignant. Il y a des fois, j'avais pas envie d'aller à l'entraînement le samedi matin. J'y allais. Une fois que j'y étais, ça allait. Mais il y avait des fois, vraiment, je n'avais pas envie d'y aller. Et je me dis, en fait, quand on arrive à avoir pas envie de t'entraîner, etc., à sentir qu'une contrainte qui Mhm. pèse, c'est que c'est le moment d'arrêter, en fait, parce que j'avais pas envie de ressentir ça envers un sport qui m'a fait vivre tellement de belles émotions et de belles expériences. Donc, pour revenir au plaisir que tu prends, à quel moment tu as senti justement que tu prenais moins de plaisir? Sans parler des contraintes que tu as bien expliquées, vraiment au niveau de ton ressenti, comment tu as pris les choses graduellement, on va dire, progressivement? Tiens, est-ce qu'à ce moment-là, tu dis oui, non, ça va encore, les contraintes sont là, et puis petit à petit, ça s'est accumulé. Comment tu as vécu les choses, toi, par rapport à ton plaisir? Alors déjà, il y a eu la dernière année, en fait, je me suis fait une entorse à la cheville. Ok, il y a eu des blessures. Du coup, il y a commencé à avoir des trucs que je pouvais pas faire, Mhm. pas tout le temps, et des trucs que je commençais à appréhender à mort, alors qu'avant, j'appréhendais pas du tout. Et du coup, je commençais à développer une peur et moins envie de faire le côté. Mais comme on n'était pas beaucoup à pouvoir le faire dans l'équipe, j'avais aussi le poids qui me disait, Maïsen, il faut que tu le fasses parce que déjà qu'on n'est pas beaucoup à le faire, si Mhm. toi, en plus, tu le fais pas, ça va pas. Du coup, je chantais, il y avait un côté de moi qui avait peur et pas envie, mais je savais aussi que il fallait et que je devais le faire. Et donc, du coup, c'était un peu à contre-cœur Mhm. que je le faisais. Donc là, c'est très intéressant. Je Ensuite, pense qu'on avait déjà vu. Ah, pardon. On avait déjà. Je te non, fais non, juste vas-y, une. vas-y, dis-moi. Vas-y, C'est très vas-y. intéressant parce que je crois qu'on l'avait vu ensemble, les différents types de motivation. Là, ce que tu montres, c'est qu'une blessure fait que tu as moins de ressources disponibles pour l'équipe. Pour autant, cette équipe-là, euh, il y a une sorte de pression que tu as ressentie par rapport à ce manque de ressources, mais que tu devais quand même mobiliser tes compétences pour l'équipe. Et ce qui a fait que petit à petit, au lieu que ce soit un sport par plaisir, là, à cause de cette blessure, ça a switché en c'est un sport que je fais pour les autres parce qu'elles attendent de moi quelque chose. Alors qu'à la base, enfin, c'était juste, ben, tu kiffes ça, si tu as vécu des moments incroyables là-dedans. Et cette transition, je mettrai le schéma ensuite. Donc, cette transition t'a fait basculer dans ce qu'on appelle la motivation. C'est quand finalement le sport n'est plus source de plaisir, n'est plus source d'amusement, de progression, j'apprends, c'est génial. Mais finalement, ça passe à, tiens, c'est pour les autres.
c'est pour une récompense, c'est pour le rôle que j'ai. Ah, ben en fait, j'ai plus aucun intérêt à le faire, quoi. Donc là, je pense que c'est la blessure qui t'a fait, on va dire, Ouais, progressivement redescendre dans ta motivation. ça m'a fait un gros switch. Déjà ça, parce que enfin, c'est un sport que je fais depuis 7 ans et je me revois encore les premières années. J'adorais faire Mm. tout ce qui était la gym, etc. Honnêtement, c'était limite mes parties préférées avec les portées. Et là, je développais vraiment une appréhension. Euh, donc, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Et après, il y a eu les championnats du monde. Et ensuite, donc moi, à cette époque-là, j'étais en licence de STAPS. Mhm. Donc, j'avais déjà 5 fois 2 heures de sport dans la semaine. Donc, j'étais ravie le samedi. Euh, et ensuite, après, quand on est rentré des championnats du monde, il y a eu 2 mois dans lesquels, en plus, j'avais les partiels. On avait le stage à la Cano où j'ai découvert le surf, etc. Et en fait, quand je suis revenue, il y avait les championnats d'Europe derrière. Mhm. Et en fait, je me suis vue ne pas avoir envie de les faire. J'avais la flemme. Enfin, j'avais juste envie que ça passe. Et alors après, quand j'y étais, j'étais hyper contente, machin. Là, je te Mhm. dis ça, ça peut paraître un peu brut de décoffrage, mais voilà. Comment Après, tu quand l'as j'y étais, ressenti c'était au fond de toi, ce manque d'envie? Qu'est-ce que tu as ressenti physiquement? alors, physiquement, je ne l'ai pas ressenti, mais mentalement, à l'entraînement, en plus, j'ai eu plein de problèmes à cette période personnelle. Et donc, c'était dur d'aller à l'entraînement. Et en fait, bah, parce que j'avais pas envie. Et donc, du coup, vraiment, je me forçais. Je me rappelle que je me forçais. Et en plus, on a eu des problèmes, parce que du coup, c'est moi qui m'occupais de l'organisation des déplacements. Les championnats d'Europe étaient en Allemagne. Et le Mhm. stage à la Cano était la semaine d'avant. Donc, en plus, on n'a pas pu s'entraîner. Enfin, moi, j'ai pas pu m'entraîner. Du coup, j'ai pénalisé mon équipe aussi, enfin, les filles avec qui je m'entraîne pendant une semaine parce que j'étais pas là. Et du coup, j'avais vraiment un poids sur mes épaules. Je me disais, putain, si on rate et tout, pendant 10 jours, je n'ai pas pu m'entraîner, machin. Je commençais à vraiment appréhender. Honnêtement, il y a même une fois, je me suis dit, putain, si je me blesse, limite, c'est Tant bénédiction, parce mieux, que comme ok. ça, au moins, on met un remplaçant et voilà, tu vois. Mais après, au final, quand on y était, c'était une expérience fabuleuse. Mhm. C'était trop bien, hein. Mais quand c'était fini, j'ai ressenti un soulagement. J'ai ressenti un D'accord. soulagement parce que je me suis dit, je sais que je suis allée au bout. Je suis allée au bout du cheerleading. J'ai monté mon association. J'ai emmené les filles avec mon équipe de staff au championnat du monde. On a fait deuxième au final d'Europe. Enfin voilà, on a brillé comme on a pu. Mhm. On a rendu fiers nos coachs. Nous-mêmes, on était fiers de nous. On a passé des super moments. Et en fait, j'ai ressenti un soulagement parce que je me suis dit, ça y est, c'est fini. C'est fini. Je ne dois plus me forcer. Maintenant, je peux juste rester du côté coach, rester du côté responsable de section, machin, avoir mes responsabilités parce que bah, c'était quelque chose qui me plaisait. Mais j'ai ressenti un soulagement en fait. C'était assez bizarre. Est-ce que quand tu étais blessée, dans tes entraînements, forcément, tu as eu des configurations différentes des autres filles? Est-ce que parfois tes entraînements étaient Ouais. plus courts, moins intenses, tu avais d'autres rôles? Oui? Alors, plus court, non. Juste du Enfin, coup, un il peu y a eu moins une intense. modification de l'entraînement, quoi. Ouais. Et, Réponse que je voulais. et la gym, Ok, il fallait que je fasse la gym, bah, du coup, je faisais que mimer. Je ne ok, faisais pas, alors que mes coéquipières faisaient. ok. Donc, Donc là, c'est très intéressant ce qu'on voit, c'est que ton parcours vers la motivation a été déclenché par une blessure, mais aussi, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu la découverte d'un nouveau sport, le surf, qui, lui, t'a permis de quand même pratiquer quelque chose et d'avoir un sentiment de compétence, de confiance dans une discipline sportive, parce que ton sport initialement, celui dans lequel tu prenais du plaisir, eh bien, par les modifications qu'il y a eu à l'entraînement, tu n'avais plus le même rôle aussi. Bah, les filles, elles avancent aussi sans toi, malheureusement. Elles sont obligées de continuer à pratiquer, à performer. Et donc, de ce fait, euh, tu es allé ailleurs. Enfin, c'est un peu bizarre, on dirait qu'on parle de relations, mais c'est exactement ça. Quand on n'est plus satisfait de ce qu'on a, on est amené à trouver une autre pratique qui nous permet de remobiliser un sentiment de compétence. Et c'est comme ça, l'humain, il veut répondre à ces trois besoins fondamentaux et il a besoin d'avoir ce sentiment de compétence-là dans une autre discipline. Et donc, ce qui fait que euh, ce parcours vers la motivation, il s'est fait vraiment progressivement, mais en même temps,
tu allais chercher d'autres ressources comme si tu préparais déjà ta reconversion. Sans le savoir, avant même d'arrêter, tu savais que derrière, il y aurait une suite. Et donc, par rapport au fait qu'à la fin, tu ressentis ce soulagement, ça, c'est un sentiment que l'on ressent quand effectivement tu as une pression interne par rapport à tout ce que tu as vécu dans ton sport. Et à ce moment-là, automatiquement, pour forcément, encore une fois, répondre à tes besoins fondamentaux de compétences, tu te dis, OK, il y a eu quand même tout ça. Il y a eu tout ça, en fait. Je suis pas juste sur les genoux en terminant cette pratique. Il y a eu tout ça que j'ai vécu qui m'ont permis de me sentir bien et de me sentir épanouie dans mon sport. Donc finalement, tu as su, à la fin, avoir une balance qui te permette d'orienter ton esprit vers le positif et pas que finalement les sensations de blessure, hop, je suis partie dans un autre sport. Et là, on va y venir justement. Qu'est-ce qui a fait que tu bascules sur un sport individuel, le powerlift? Quoi? Alors honnêtement, c'était le hasard de ma vie. Du coup, j'ai arrêté le cheerleading. Donc, Mhm. je me suis plongée dans le surf. J'ai testé le surf. Ouais. J'ai surkiffé. Du coup, j'en ai fait énormément. J'ai progressé, j'ai rencontré des gens. Mhm. Et c'était trop bien. Enfin, j'en fais toujours à l'heure actuelle quand je peux, bien sûr. Et petite parenthèse, aussi le fait que tu sois devenu coach, ça c'est aussi très fréquent chez les athlètes qui finissent un peu leur pratique. C'est maintenant on passe à la transmission de savoir et c'est aussi quelque Oui, chose qui développe son sentiment de compétence parce qu'on se rend compte qu'on a automatisé du savoir et que maintenant c'est l'heure de le transmettre. Et on prend plus de plaisir à coacher, à accompagner un athlète que soi-même être un athlète puisque ça nous procure plus de plaisir et qu'on est dans un processus qui n'est plus bénéfique pour nous. exactement. Donc, il y a eu aussi ce passage vers le fait d'être coach qui accélère aussi cette fin de carrière parce que tu te Ouais. dis, j'ai de l'énergie, je peux pas la mettre partout. Et l'énergie que je mets dans le coaching, elle est plus bénéfique pour moi que celle que je mets dans ma carrière d'athlète qui n'est plus aussi euh, fluctuante, foisonnante qu'avant. Et donc voilà, donc tu as commencé le surf, tu as commencé à vraiment aimer ce sport. Ouais. Et du coup, en fait, après, en rentrant, donc j'en ai fait énormément le même été où j'ai arrêté le cheerleading. Mhm. Et à la rentrée, machin, le STAPS, le travail, etc. Euh, Comme j'en fais du sport, je me suis dit, bon, on va aller à la salle de sport, hein, s'il n'y a que ça, let's go, parce qu'on veut rester un petit peu en forme, quoi. Donc, j'allais à la salle de sport, je faisais des trucs de go muscu, quoi, petits programmes, machin. Mais ça, tu le Je faisais faisais mon déjà sport. avant quand tu faisais du cheerleading ou pas? Parce que c'est vrai que c'est pas naturellement qu'on va dans une salle de sport. Vous Non, aviez pas des non, séances prépa physique en salle de sport, c'était que de la gym appliquée spécifique à. Ok. ouais. Non, non, j'avais pas. Et après, du coup, j'ai appliqué les connaissances que j'ai acquises en STAPS, du Mhm. coup, hein, tout simplement. Et parce qu'en fait, avant, comme j'avais fait du pole dance, il y a pas Ok. mal de prépa physique aussi un peu, donc j'avais déjà aussi des connaissances. Et donc, du coup, j'allais en salle parce que je voulais continuer ma perte de poids, enfin voilà, juste rester en forme. Et, une connaissance, en fait, à la salle, du coup, j'avais quand même assez de force. Parce que je portais des filles à bout de bras, que je faisais de la gym, que machin, j'ai toujours Mhm. bougé, le stap, aussi, Pas et tout le ça. monde fait ça, hein. Normal, pour porter des personnes à bout de bras. Tu sais, j'étais dans la rue, puis je vois des gens, puis je les porte comme ça. C'est normal. C'est mon quotidien. Normal. Et donc, du coup, cette ancienne connaissance m'a parlé de la force parce que du coup, sans m'entraîner, quand je faisais un peu de squat par-ci, un peu de deadlift par-là, un peu bench par l'autre, c'était pas trop mal hein, pour quelqu'un qui s'entraînait pas du tout, qui avait zéro technique, etc. Mhm. Donc, du coup, m'a parlé de la force et m'a amené dans la salle dans laquelle je suis actuellement, du coup, à l'ACMA, à Maison Alfort, à l'Athletic Club. Mhm. euh, j'ai un club de force athlétique. Et puis du coup, j'ai commencé, j'ai testé. Je me suis tout de suite pris au jeu. Et c'est là où j'ai rencontré Greg aussi, mon coach et diététicien nutritionniste actuel. Et au bout d'une semaine, j'étais à fond. Enfin, ça m'a plu. En fait, j'ai dit, OK, let's go. Et du coup, on m'a dit, t'as les minima France, vas-y, on y va, on fait une compète. Donc, alors au début, honnêtement, je ne vais pas mentir, je n'étais pas très bien encadrée par mon ancien coach. Enfin, voilà, je ne jette pas la pierre, hein, juste comparé à l'encadrement que j'ai aujourd'hui, je m'estime avoir été pas hyper bien encadrée. Mhm. Et, mais bref, hein, on ne refait pas l'histoire. Et du coup, après, il y a eu le Covid, en fait.
Donc, du coup, j'ai fait une compétition de force athlétique début janvier 2020, où je faisais de la force depuis 2 semaines, 2, 3 semaines. J'ai fait une première compétition pour laquelle j'ai validé les minima France. Et ensuite, il y a eu confinement, machin, premier Covid, donc tout annulé, bazardé, machin. Et du coup, j'ai pu faire ma deuxième première compétition que l'année d'après. Du coup, quand on a commencé le suivi, Aline, c'était, tu te rappelles, en juin, ma première C'est compétition vrai. qualificative. Et puis là, de là, tout s'est enchaîné, championnat d'Europe, championnat du monde, re-championnat du monde de bench. Et puis là, je suis là. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pratique sportive? Alors déjà, je pense que j'ai fait beaucoup d'années de cheerleading, le sport collectif, etc. Et là, je pense que j'avais besoin que de penser à moi, en fait. Mhm. J'avais besoin que le poids de moi-même sur moi, parce qu'il fallait aussi que, là, du coup, je suis en master en plus, donc il fallait que je pense aussi à moi. En plus, là, comme j'habite avec ma sœur, je dois subvenir aussi un petit peu à nos besoins, donc il faut que je travaille. Donc, en fait, je pouvais pas me permettre, je pense, de perdre trop d'énergie pour les autres. Non pas que j'ai pas envie, mais juste là, je sens que c'est un moment de ma vie où il fallait que je pense à moi. Et donc, du coup, c'est pour ça déjà que je me suis tournée vers un sport individuel. Et en plus, le fait que elle est dans une salle de sport, ça me permettait d'aménager mes entraînements comme je le veux. Mhm. Une semaine, j'entraîne à 9h et l'autre à 14h, grand bien. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est un sport. Après, ça peut jouer des tours, hein, bien sûr, hein, mais c'est un sport voilà, où la performance, elle est chiffrée, chiffrable. On voit le progrès, on ne le voit pas. Il y a énormément de nuances. Il y a tous les systèmes de programmation, etc. Enfin, en plus, c'est une discipline dans laquelle je peux moi aussi appliquer mes connaissances Mhm. au stade et vraiment, enfin, avec un dépassement de soi, c'est une discipline, quand on la pratique correctement, bien sûr, Tu pouvais faire qui a très... basculer tes compétences et donc tu n'avais pas l'impression de réapprendre une nouvelle pratique non plus. Exactement. En plus, c'est une discipline dans laquelle, si on la pratique bien, il y a très, très peu de blessures, hein. Honnêtement, Mhm. quand on s'entraîne bien proprement, dans une bonne intensité, avec une bonne technique, ça fait énormément de bien. Enfin, justement, ça prévient des blessures parce qu'on renforce toutes les capsules articulaires, les tendons, tout Mhm. ce qu'on veut. Donc ça aussi, ça me rassurait. Depuis que je fais de la force, j'ai plus jamais entendu parler de ma cheville. Et puis en plus, mine de rien, ce qui m'a aussi attirée, c'est le fait que je vois que j'ai été performante très très Ok. vite. Du coup, ça m'a motivée en fait. Je me dis, bon, Alison, ça fait même pas quelques mois que tu en fais, tu as les minima France, etc. Ça met en confiance. Et puis après, au fur et à mesure des compétitions, ça n'a fait que confirmer en fait ce truc-là, quoi. Que tu as commencé en souhaitant faire de la compétition ou tu as pas du tout? Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, la compétition, ça a toujours fait partie de mes pratiques Hmm. sportives. Donc, je sais très bien qu'il y a des gens, ça leur dit pas du tout, hein, quand on leur parle de compétition, ils sont comme ça et tout, ce que je comprends tout à fait. Mais moi, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de mes pratiques sportives depuis que j'ai 12 ans. Donc, Mhm. c'est quelque chose que je connais et qui me galvanise, en fait. Ça donne des objectifs à court, moyen, long terme. Moi, je trouve que ça rythme bien une pratique sportive, en tout cas avec mes objectifs. Donc, oui, oui, ça, tout de suite, ouais. Qu'est-ce qui t'attire dans la compétition? Je trouve que la compétition, ça permet, comme je dis, en fait, déjà, je trouve que ça rythme bien Mhm. une pratique, en fait. Ça met Et des toi, par rapport objectifs à ta pratique? et ça te pousse à te dépasser, en fait. On se challenge soi-même. Alors après, il y a des gens, moi, je sais que les compétitions, je les vis par rapport à moi. Enfin, je veux me battre moi-même. Après, je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent pour battre l'autre. Après, ça dépend aussi de chacun, hein, qu'est-ce qui motive chacun. Mais Mhm. moi, je trouve, alors, surtout en force, en plus, comme il y a une dimension avec le poids de corps, le poids sur la barre, machin, il y a quand même un gros challenge avec soi-même, Mhm. à pousser ses limites à chaque compétition, devenir plus fort. Enfin, voilà, il y a un truc comme ça de confrontation que moi, j'aime bien, quoi. Il y a un truc de courage. En plus, on est tout seul sur la plateforme. Enfin, voilà. Enfin, je trouve que c'est un sport qui demande du courage et c'est un sport de confrontation, en fait. Qu'est-ce que tu as retrouvé dans le powerlift que tu n'avais pas dans le cheerleading? Trouver Euh, ou trouver tout simplement. ouais, trouver, se dépasser soi-même. Parce Mhm. qu'en fait, le cheerleading, je pense que oui, on se dépasse soi-même, mais d'une toute autre façon, parce que en plus, on compte sur les autres, et ce qui est très bien, hein. Mais du coup, en fait,
quand on arrive à sa limite, bah, c'est les autres qui nous portent. Et donc, du coup, on se pense tous comme ça. Et j'ai l'impression que des fois, bah, on ne se pousse pas vraiment soi-même ou pas jusqu'à son extrême limite parce qu'il y a les autres et parce qu'il y a ce collectif qui vient se greffer et il y a une symbiose comme ça. Alors qu'en force athlétique, bah, c'est toi et toi-même, en fait. Et pourquoi C'est tu as juste, besoin de te confronter avec toi-même, justement? bah, honnêtement, je sais pas trop. Je pense que j'ai besoin de prouver que j'en suis capable. Et en fait, je suis curieuse de voir jusqu'à où je peux aller, en fait. Jusqu'à où je peux aller par moi-même. Bah, enfin, bien sûr, avec mon encadrement, hein, honnêtement, là, j'en serais pas là où j'en suis sans Greg, sans toi, sans mon club. Enfin, voilà, bien sûr et bien évidemment. Mais j'ai envie de voir jusqu'où je peux me pousser, jusqu'où je suis capable d'aller. Et ce que j'ai Mais pas tu as le trouvé. droit de Enfin, dire que c'est grâce à toi. C'est vrai que vu que tu pars d'un sport collectif, tu dis oui, il y a eu les autres, etc. Mais bon, là, je suis dans un sport individuel. Mais c'est grâce à l'encadrement. Non, c'est grâce à toi aussi. Tu as le droit de le dire. Tu es toute seule sur la barre. Tu es toute seule à l'entraînement. Même s'il y a un encadrement derrière, c'est toi qui es parti chercher cet encadrement aussi. Donc, je vois qu'il y a encore ce rattachement collectif. Oui, mais les autres sont là. Oui, mais il y a oui, les voisins en haut. Ils mettent beaucoup ça. Je peux dire à papy que vraiment il est toujours là. Et c'est toi. Et effectivement, ça qui est intéressant, c'est de voir la bascule que tu as faite par rapport à un sport collectif, où tout à l'heure, je t'ai demandé, oui, comment tu fais pour t'exprimer personnellement dans un sport collectif? Tu me parles du nous, de la mission, des valeurs, de l'euphorie qu'il y a collectivement. Mais finalement, les raisons pour lesquelles tu arrêtes, si j'entends bien, et tu corrigeras si c'est pas l'interprétation que j'en ai eue, c'est que finalement, le nous, il peut être positif et dynamique, mais il peut être aussi source de pression et qui ramène à une image de soi, qui ramène à des obligations. Tu sais, on parlait du doigt en séance, je dois, je dois, je dois. Là, finalement, c'est devenu quelque chose dont tu as voulu te sortir pour faire ta route de ton propre côté. Et tu vois, ça me c'est fait ça. penser à un groupe, par exemple, de girls band qui font un succès à plusieurs. Et puis, à un moment donné, elles se détachent et elles ont envie de faire carrière solo. Voilà. C'est un petit peu comme C'est ça ça. que, qu'en tout cas, moi, je le vois. C'est ça. Non, non, honnêtement, c'est ça. Et c'est surtout que, en fait, bah, quand on est 24, bah, les 24, on n'a pas tous le même niveau. Mhm. Sauf que bah, si tu es dans les. Si tu as un niveau plus élevé que les. Si on est 4 à avoir un niveau plus élevé que les 20 autres, Mhm. bah, c'est pas les 20 autres qui vont venir à notre niveau. C'est nous qui allons nous caler sur leur niveau. Et en fait, c'est ça qui était un peu frustrant aussi, Ok. parfois. Et je pense que c'est ça qui a mis le point final à ma décision, on va dire, de justement aller voir par moi-même de quoi je suis capable toute seule après tant d'années dans un sport collectif. Mais je pense qu'en fait, toutes les valeurs que j'ai retirées de ça, ça me porte dans ma pratique actuelle. Mhm. Euh, je le vois bien, hein. Moi, au sein de mon club, je suis investie bénévolement aussi. Et voilà, moi, je mets un point d'honneur à créer une équipe, en fait, parce que c'est un sport individuel, Mhm. mais nous, on a vraiment la volonté de créer l'équipe avec ma force. Voilà, on aime se déplacer en compétition avec plusieurs athlètes, on aime se soutenir, on aime sentir qu'on est une équipe, en fait. On a un sentiment d'appartenance très fort. Moi, quand je me déplace, je représente mon club, je représente mon coach, je me représente moi-même, mais moi, mon club, c'est très important pour moi, et l'équipe qu'on monte au club est très importante. Et c'est pour ça qu'on fait aussi très attention, bah, aux personnes qu'on laisse rentrer dans ce cercle parce que parce que c'est vraiment c'est une appartenance. Donc, en fait, quand tu rentres dans le Ça fermé, bug donc en fait, énormément. Tu as dit par rapport aux valeurs que ça te... Après, il y a eu des ouais, bruits. tu m'entends là, c'est bon? Ouais, désolée, vu que je suis à la Ouais, campagne, ça bug tout le temps. non, t'inquiète. Faut bien qu'il y ait des défauts à être à la campagne. Il ne peut pas y avoir que des Ah trucs oui. positifs, hein. Je disais qu'en fait, quand on rentre du coup dans le club, bah, tu vas représenter des principes, des valeurs, tu vas rentrer dans notre cercle proche, tu vas faire partie de mon équipe, Mhm. de l'équipe de personnes qui m'encadrent. C'est pas n'importe qui peut rentrer, mais tout comme tu choisirais tous les éléments de ton équipe de cheerleading, bah, en force athlétique, même si c'est un sport individuel, moi je trouve que la dimension collective, elle est importante parce que Mhm. on s'entraîne ensemble. Enfin, moi, quand je suis à la salle, c'est 4 fois par semaine, 4 heures par jour. Donc, bah, les personnes, tu vas passer 24 heures avec elles dans la semaine, c'est énorme. Donc, pour moi, en fait, la dimension, enfin,
en force athlétique, il y a aussi une dimension collective quand on est dans un club qui est très Bien importante, en sûr. fait, et qui est aussi très porteuse. Il n'y a pas encore de compétition par équipe en powerlift. Alors, c'est ce qu'on appelle les villes-naves. Ok. Et en fait, c'est des petites équipes de trois. Et en fait, il y en a un qui fait le squat, un qui fait le bench et Hmm. un qui fait le terre. Et c'est pas mixte, du coup. Non, je crois pas. Bah Enfin, je crois non, qu'on peut faire sinon. des groupes. Enfin, je crois qu'il y a peut-être je crois qu'il y a peut-être une catégorie mixte, si je dis pas de Ok. bêtises. Mais sinon, ça l'est pas. Mais peut-être, il y avait peut-être une catégorie mixte. Comme, ouais, peut-être. Faudrait que je recheck. Mais en tout cas, femmes-hommes, c'est sûr, ça existe. Il y a des qualifications, il y a des finales, Mhm. tout comme l'individuel. Ok. Là, je t'ai posé la question par rapport à ce que tu as trouvé dans le power que tu n'avais pas dans le cheerleading. Et maintenant, à l'opposé, est-ce qu'il y a des choses que tu avais dans le cheerleading que tu ne retrouves pas dans ta pratique sportive aujourd'hui? Euh, c'est vrai que c'est surtout dans les moments de down, en fait, dans les moments où tu es seul face à toi-même, quoi. Au Mhm. cheerleading, bah, quand tu es down, t'es pas vraiment down parce qu'il y en a 23 autres Mhm. qui te sourient et qui te portent. Et du coup, c'est vrai que il y a un effet de compensation qui s'exerce toujours au cheerleading et qu'il n'y a pas du tout en force. En force, tu dois faire le travail tout seul, en fait. Et ça, c'est obligé. Enfin, il y a pas d'échappatoire, même si tu as un collectif, même si tu as ton équipe, même si Mhm. tu as ton coach. Comme tu disais, en fait, sous ta barre, tu es tout seul. Alors que au cheerleading, sur ton praticable, tu es 24. Et c'est une énorme différence. Et après, ce que je ne retrouve pas côté préparation, enfin, côté physique, Mhm. euh, au cheerleading, c'est. Alors, bon, moi, je m'entraîne, enfin, je fais de la préparation physique générale aussi, mais au cheerleading, c'est vrai qu'il y avait un plan parce que tu étais fort, mais tu étais souple, et tu étais explosif, et tu étais. Enfin, il y avait il y a une polyvalence de qualité Mhm. physique Oui, oui, oui. extraordinaire qu'en force, on va plus miser sur la force, hein. Bon, bien sûr, C'est les autres l'objectif. qualités sont, les autres qualités sont importantes, hein, et permettent de développer la force aussi à leur manière, mais on ne met pas du tout l'accent comme on peut le mettre sur la programmation force, quoi. Est-ce que tu penses que ce choix de sport vers le powerlift, le fait que tu travailles justement la force, alors au-delà des ressources mentales, le fait d'être dans un sport individuel, de faire face à soi-même, est-ce qu'au niveau du physique, est-ce que c'est quelque chose que tu souhaitais développer dans le cheerleading, mais que c'était plus, il y avait un besoin de polyvalence, vous deviez mobiliser plusieurs ressources physiques? Et est-ce que c'est parce que tu voulais un peu plus travailler ta force aussi, que c'était quelque chose que tu avais besoin, ou pas forcément? Alors moi, déjà, quand je faisais du cheerleading, j'étais complexée par mon physique. Enfin, je me trouvais un peu trop grasse. Enfin, je voulais vraiment perdre du poids. Mais avec le cheerleading, j'y arrivais pas parce que déjà, les entraînements, ils n'étaient pas assez fréquents. Et que par la polyvalence des capacités qu'on développait, on n'hypertrophiait pas forcément Mhm. nos muscles. Il n'y avait pas forcément de suivi nutritionnel, donc moi, je ne m'alimentais pas très bien Ok. non plus. Donc en fait, la combinaison des deux faisait que, alors j'étais performante parce que voilà, l'équipe, on était performante, etc. Mais physiquement, je n'avais pas du tout le résultat vers lequel je voulais tendre. Alors un Mhm. peu plus avec le STAPS parce que du coup, j'avais juste beaucoup de fréquences d'activité physique, mais voilà, pas vraiment. Et c'est pour ça que je suis allée en salle de sport en fait quand j'ai arrêté. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers la force, parce que je voulais vraiment développer mon physique, en fait. Je voulais bien, je voulais être musclée, un peu plus sèche, Mhm. etc. Et le fait de faire de la force, et du coup, de devoir entrer dans une catégorie de poids de corps optimisé, du coup, j'ai dû suivre une diète, donc j'ai appris à manger. J'ai appris Mhm. énormément de choses grâce à Greg sur l'alimentation. Donc maintenant, je m'alimente bien, j'ai séché, j'ai une bonne composition corporelle, en tout cas qui me convient. Et j'ai pu développer ma musculature voilà, grâce à Mhm. l'hypertrophie nécessaire pour faire de la force et la fréquence des entraînements, parce que je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Donc forcément, ça bouge, quoi, le physique. Donc, tu dirais que tu as commencé le powerlift d'un côté pour t'exprimer dans ta singularité individuellement, d'un autre côté pour exploiter l'aspect force, donc l'aspect performance, la compétition, retrouver ces sensations-là, mais aussi, et c'est pas mal de le dire, hein, bien au contraire,
je vais dire quelque chose qui va rassurer tout le monde. L'aspect esthétique est très important pour l'estime de soi et qui est d'ailleurs le critère qui définit le plus l'estime de soi. Si on se plaît physiquement, c'est qu'on a une bonne estime de nous-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit se préoccuper uniquement de ça, mais c'est un signe que, tiens, si aujourd'hui je trouve que je me sens bien physiquement, c'est que j'ai une bonne estime de moi-même. Peut-être que dans plusieurs mois, à travers divers événements, mon physique ne va pas énormément bouger, mais la perception que j'en aurai aura bougé parce que j'aurai une moins bonne estime de moi par rapport à d'autres facteurs. Mais c'est très représentatif. Et du coup, ce sport-là, pour toi, il réunit un peu tous les critères qui font que tu te sens bien dans C'est ta ça, peau, que ce soit mentalement, physiquement, ça a rassemblé en fait tout ce qui te permet d'avoir des facteurs de bien-être. exactement. Tu as très bien résumé, c'est ça en fait. En fait, j'ai tout trouvé. En fait, grâce à la force, j'ai une bonne hygiène de vie et j'ai un physique qui me convient. Mhm. Et en plus, je me donne les moyens de performer et d'être plutôt bonne dans ce que je fais, d'avoir des bonnes performances et de participer à des grosses compétitions. Donc, et en plus de me développer professionnellement, parce que du coup, on a monté notre site de coaching. Oui. Donc, maintenant, je transmets aussi, ça marche bien et ça me plaît. Je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Donc, enfin, je sais et je suis sûre d'avoir fait le bon choix dans cette pratique, parce que ça me permet de m'épanouir vraiment sur tous les plans. Alors, je retiens le mot transmission parce que ce sera intéressant de l'analyser dans cette pratique, comment tu le vis et comment tu le vivais avant. Mais d'abord, j'ai une question, je l'ai oublié. Si, elle va revenir, cette question. Donc là, écoute, tu sais quoi, parle-moi de la transmission, peut-être que l'autre. Non, non, exactement, c'est bon, je m'en souviens. Parce que du coup, moi, je sais où tu en es aujourd'hui, mais est-ce que tu peux expliquer, du coup, sportivement, où tu en es, les compétitions que tu as faites, quel est ton niveau aujourd'hui dans ta pratique, quelle catégorie t'es, enfin, tout ça. Alors moi, je suis en open. Donc open, ça veut dire plus de 23 ans. C'est le grand bain. Je suis en open moins de 52 kilos. Mhm. Euh, du coup, j'ai fait les championnats de... Alors l'année dernière, j'ai fait une compétition de qualification qui m'a permis de participer aux championnats du monde et d'Europe universitaire Mhm. pour lesquels je suis arrivée première au total et les trois mouvements. J'ai aussi participé au championnat de France de développé couché pour lesquels j'ai pu avoir le record de France et le titre de championne de France. Demain, c'est le championnat de France de développé couché 2022. Oui. Et aussi les championnats de France élite de force athlétique. Du coup, pour ma première participation, championnat du monde de développé couché pour lesquels je suis arrivée aussi cinquième. Et c'était incroyable. Et donc, du coup, cette année, donc là, demain, il y a les championnats de France d'essai. Ensuite, j'ai les championnats de France force athlétique élite. Après, j'ai encore les championnats du monde de développé couché. Couché, ouais. Mm. Et après, il y aura les championnats d'Europe de développé couché aussi. Et je l'espère, selon les résultats du championnat de France, des compétitions internationales en force athlétique. Mais du coup, on doit attendre les championnats de France pour valider des minima, pour voir les autres athlètes, leur niveau, etc. Donc, j'espère pouvoir me qualifier. Ok, donc tu as un gros palmarès. En termes de ressenti, est-ce que tu as l'impression de performer un peu plus dans ce sport-là que dans le tir? Je n'arrive pas à le prononcer, c'est incroyable. Le Cheerleading. cheerleading. Cheerleading, c'est bon. Alors oui, à l'heure actuelle, oui. Enfin, oui. Oui, parce que quand on était au cheerleading, le niveau mondial, honnêtement, en France, on était en retard, hein. Après, voilà, c'est comme ça, hein. Et j'espère que dans quelques années, il y aura des équipes françaises qui seront dans les meilleures au monde, hein, j'en doute pas. Mais c'est vrai que nous, à notre époque, le cheerleading était beaucoup trop avancé dans le monde entier euh, pour qu'on puisse faire un résultat mondial. Mhm. Chose qui est du coup possible pour moi, athlétique et développé couché. Donc, oui, et je performe plus en force athlétique. Ok. Et donc là, je viens d'avoir une question qui vient de me... Hop, comme ça, elle sort du cerveau. Je voulais savoir le fait que dans le cheerleading, la performance, c'est vrai que tu n'as pas détaillé sur les critères de notation, comment on juge, parce que tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de facteurs, etc. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, dans le powerlift, la grille de compétences, eh ben, elle est basée sur des choses mesurables, est-ce que ça te rassure mieux sur ta progression, sur ton sentiment de compétence, que dans le cheerleading où ben, on ne sait pas trop sur quoi on est noté, il y a plein de critères, etc. Comment tu vis cette Carrément. différence de mesure?
Bah, en fait, ça rassure et bah, en fait, du coup, j'ai l'impression de pouvoir beaucoup mieux contrôler ma performance. Parce Mhm. qu'en fait, au cheerleading, ça fait partie des sports à notation. Alors, même si les juges, ils sont internationaux formés, Mhm. c'est partie quand même des sports à notation un peu subjective. Tout comme la danse, le surf, le patinage artistique, la gymnastique. Enfin, en Mhm. fait, bah, c'est au bon vouloir des juges. Donc, et puis en plus, comme tu es 24, bah, tu peux pas non plus contrôler que un tel, elle sourit bien, machin. Enfin, Ok. voilà. Alors qu'en force athlétique, bon, bah, tu as les ordres, tu dois squatter assez profond, tu dois faire une bonne pose au bench et tu dois bien verrouiller au soulevé de terre. Si tu réunis tout ça et que tu soulèves la barre, c'est bon, t'es sûr de la valider. Donc, quand tu vas en compétition, en fait, tu sais déjà à quoi t'attendre. Mhm. Bon, à part, voilà, il peut y avoir il y a toujours des variables, hein, bien sûr, hein, l'arbitrage, etc. Mais bon, globalement, si tu t'entraînes bien, il y a très, très peu de surprises. Enfin, je veux dire, les ordres, c'est toujours les mêmes. Les barres, bah, 25 kilos, c'est 25 kilos. Enfin, voilà. Donc après, ça dépend que de ta préparation. Mais c'est vrai que au moins, c'est beaucoup plus mesuré et beaucoup plus comparable à l'entraînement et à la compétition en force athlétique qu'en cheerleading. Parce qu'en cheerleading, Mhm. pour te dire, honnêtement, nous, athlètes, on ne connaissait pas la grille de notation, hein. Ben Enfin, oui. ça, c'est le rôle du coach. C'est tellement grand, il y a tellement de paramètres. Et même le coach, il est obligé de faire des choix, en fait, parce qu'il y a tellement de trucs partout. Donc, en fait, le coach, il doit faire des choix, point fort, point faible. Où est-ce qu'on va gratter des points? Où est-ce que les points, on les abandonne un peu parce que de toute façon, ça ne vaut pas le coup. Donc, en fait, la stratégie est tellement. Et pourquoi ça te rassure d'avoir quelque chose de mesuré, mesurable? Parce que bon, il y a plein d'athlètes qui performent aujourd'hui dans des disciplines artistiques et bon, ça leur convient ce système de notation. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils vont pas tout modifier. Et pourquoi ça te rassure du coup? Pourquoi tu préfères ce mode de notation, ce mode d'évaluation? Bah, en fait, je trouve, enfin, du coup, enfin, moi, je pense que je suis très cartésienne Ok. et mon Tu as besoin de structuré. structure, d'ordre, de J'ai clarté. besoin que ce soit clair. J'ai besoin que A égale B, ok, B égale A. Mais il n'y a pas, enfin, les trucs un peu flous, subjectifs, etc. J'arrive pas à me comparer, j'arrive pas ouais, à mesurer, j'arrive pas à chiffrer, j'arrive moins bien à m'imaginer, j'arrive moins bien à pronostiquer. Mhm. Euh, En force athlétique, voilà, comme c'est critérié et extrêmement chiffré, euh, bah, en fait, on sait déjà à quoi s'attendre un peu, en fait. On sait que, enfin, si je fais 95 à l'entraînement, je ne vais pas faire 110 par miracle à la compétition. Donc, en fait, on sait déjà, Alors enfin, voilà, il n'y a que pas de surprise. Moi, ouais, j'aime en bien. cheerleading, euh, à l'entraînement, vous pouvez faire quelque chose, mais en compétition, ça peut non, être mille fois mieux. Il y a aussi ça, l'effet surprise qui peut être présent. Mais du coup, par rapport à l'image exactement. que tu as de toi, tu préfères que la perception que tu as de tes compétences euh, soit lisible à travers une grille plutôt qu'à travers quelque chose, ben, l'effet spectacle, le grand show, Ouais, etc. Ok, largement. Mais ça, je ok, pense, c'est mon ok. esprit un peu scientifique, logique, formaté. Voilà, j'aime que ce soit clair. Et donc aujourd'hui, dans le powerlift, tu es devenu coach, tu as monté ton système de coaching, etc. Donc tu en es à l'état de transmission. Comment tu vis aujourd'hui cette transmission dans ta pratique sportive? Comment tu gères l'énergie que tu mets aussi bien dans ta carrière que dans celle des autres? Alors honnêtement, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre avec du coup avec Greg qui est mon coach. Du coup, on s'est associé pour monter ça. Et bah déjà, on privilégie la qualité à la quantité. Donc c'est-à-dire que moi, je préfère avoir peu d'athlètes, mais je sais que les athlètes que je vais avoir, je vais m'en occuper, tout comme Greg peut s'occuper de moi en tant Mhm. que coach athlète et vraiment fournir un suivi d'une qualité bah, en fait, que j'aimerais qu'on me fasse à moi. Et du coup, je peux tester bah, des techniques de programmation Mhm. euh, parce que comme moi, j'ai vécu un coaching un peu tumultueux au tout début. Et en Je fait, crois que j'ai mon vu Internet, il me quand dit je suis ça y passée est. avec Greg, Tu as vécu un ah coaching merde, tumultueux, c'est bon. En fait, moi, je le sais, mais c'est du coup, bon? je me dis les autres ils ne le savent pas. Donc, j'ai réussi Oui. à deviner, mais bon, que tout le monde le voit.
Et en fait, Ok. après, quand je suis passée avec le coaching avec Greg, en Mhm. fait, quand j'ai vu ce que ça m'a apporté d'avoir un coaching de cette qualité, que ce que ça m'a apporté humainement, Mhm. sportivement, sur vraiment tous les plans, en fait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire pour les autres. Enfin, Mhm. je me sens capable de le faire. J'ai envie de transmettre et j'ai vraiment envie de le faire pour les autres parce que moi, ça m'a tellement chamboulé, ça m'a tellement apporté que j'ai envie qu'il y ait d'autres personnes qui vivent ce que j'ai vécu, en fait. Et du coup, bah, pour l'instant, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est trop bien, en fait, parce que du coup, j'ai un peu été l'exemple pour mes amis d'enfance qui se sont, en fait, par mon exemple, ils se sont d'eux-mêmes inscrits dans ma salle. Ils m'ont demandé de les coacher, ils m'ont demandé de les suivre. Ils ont fait énormément de progrès. Ils font que de me dire des bonnes choses. Ils font que de me dire, waouh, on dort mieux, on se sent mieux, on adore les progrès, on se voit changer. Voilà. Après, du coup, j'ai d'autres athlètes que je suis à distance, Mhm. notamment à Marseille et en Bretagne. Donc, moi, je mets vraiment un point d'honneur à créer une relation de confiance, parce que je sais que c'est un peu plus compliqué vu qu'on ne se voit pas tous les jours à l'entraînement, Mhm. etc. Donc, bah voilà, on essaye de s'appeler souvent, on se fait des retours vidéo. Dès que je peux me déplacer pour leur compétition, je me déplace. Enfin voilà, et du coup, je sais qu'ils sont satisfaits du suivi, ils me le disent tout le temps. Ils me disent honnêtement, Alison, ils me disent des fois, ils n'ont même pas les mots pour me remercier parce que, il y a une qualité de suivi à laquelle ils ne s'attendaient pas forcément et de laquelle ils sont bah, hyper satisfaits. Bah, honnêtement, quand je vois mes athlètes progresser et évoluer humainement dans le bon sens, moi je me dis le taf est fait, quoi. Et c'est Et juste un kiff. quel est le sentiment le plus positif que tu ressens en tant que coach aujourd'hui dans ta réussite professionnelle? Le sentiment positif, moi c'est de la fierté, hein. Moi enfin ouais, c'est un accomplissement je me suis accomplie. Qu'est-ce que tu te Sans, dis de toi-même quand tu vois euh, ce que tu fais en coaching? bah, je me dis que je suis douée pour ça. Enfin, j'ai un peu de mal à, tu sais, j'ai un peu de mal à dire je dis je parce que je sais Lâche-toi. que tu aimes ça. Et non, enfin, enfin, je pense que je suis douée pour ça. Et honnêtement, au début, je me sentais pas vraiment légitime parce que, Mhm. alors oui, là, j'ai mon master STAPS, etc. Mais comme j'ai commencé la force athlétique il y a peu de temps, en fait, bah, au début, j'avais l'impression de pas être vraiment légitime. Et je me suis dit, mais on va peut-être pas me faire confiance. Peut-être que mon suivi, je vais pas arriver à reporter, à le transmettre. Comporter ce que tu sais le transmettre, ok. C'est ça. Et au final, j'ai l'impression de vraiment y arriver. J'ai l'impression d'être douée, d'être à ma place. Et bah, du coup, je ressens une légitimité à être coach en powerlifting. Et bah, du coup, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement. Et face bah, du coup, à ce système de coaching qu'on a commencé en Mhm. septembre. Ok. Alors, pour résumer, là, on arrive un petit peu à la fin. J'ai pu poser vraiment toutes les questions que j'avais envie et puis même l'échange sympathique. Quelle est, dans tout ce que tu as pu utiliser dans tes différentes pratiques sportives, quelle est la technique de préparation mentale qui t'a été le plus bénéfique, utilisée inconsciemment ou non? L'imagerie mentale. Ouais. Quand, quand tu m'as fait faire l'imagerie mentale, tu sais, pour le soulevé de terre, Mhm. euh, donc tu m'avais enregistré un vocal de 10 minutes, il me semble, 10-12 minutes. Mhm. Et bah, en fait, je me plongeais dans un état un peu de méditation, en fait, Ok, avec ton vocal, où bah, tu te décrivais très, très précisément, enfin, grâce à notre séance, bien tu, sûr, tu ouais. me décrivais précisément. Et du coup, je m'imaginais. Et je l'ai fait tellement de fois, il me semble qu'on le faisait 1 à 2 fois par jour, que, en fait, bah, j'ai vraiment ressenti un élan de confiance à ce moment-là précis dans les compétitions, qui était un moment critique auparavant Mhm. pour moi. C'est passé d'un moment, un moment que je ne sais plus et que j'avais l'impression d'avoir déjà fait 1000 fois, en fait, parce que j'avais fait Exactement. cette imagerie mentale. Bah, c'est vrai que moi, l'imagerie mentale, ben, j'en ai fait mon sujet de mémoire il y a 3 ans. C'est vraiment bluffant parce que, comme tu dis, il y a cette répétition qui crée justement un sentiment de compétence, un sentiment de confiance.
où on se dit on va en compétition, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu le mouvement plusieurs fois. Donc, ce qu'on a fait pour raconter un petit peu comment on fait une image mentale, c'est qu'on a fait une séance où au préalable, on l'avait déjà fait plusieurs séances avant, mais on a identifié qu'au soulevé de terre, voilà, tu voulais t'améliorer. Donc, sur l'imagerie mentale, elle avait pour but de replacer des éléments techniques, mais aussi des éléments mentaux sur la confiance, sur les émotions que tu as envie de ressentir pendant ton soulevé de terre. On a fait un ancrage aussi, donc pour que Mm. tu aies vraiment ce point vraiment marqué sur le sentiment que tu veux ressentir au soulevé de terre, ce qui fait que tu l'as répété plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et donc, ça a créé, ça a débloqué ça parce que tu as pu vivre cette expérience-là plusieurs fois dans ton cerveau. Donc, c'est un moment où voilà, j'enregistre l'audio, l'athlète met ses écouteurs. En général, je conseille de le faire avant l'entraînement, de se trouver un moment tout seul, etc. Et puis, comme ça met dans un état mental adapté à l'entraînement ou en compétition si c'est l'objectif. Donc, voilà, C'est ok. ça. Ensuite, de quelles ressources mentales tu as le plus besoin pour performer en compétition? Euh, En fait, quand on a fait le travail aussi, un des travaux qui m'a été le plus bénéfique, c'est quand on a fait le graphique sur la perception de mes ressources par rapport à la Oui. perception de la demande. Et ça, je sais, comme on en avait discuté lors de notre précédent rendez-vous, Mhm. j'utilise constamment. J'utilise même à l'entraînement. En fait, même avant chaque séance ou chaque compétition, je place mes curseurs. C'est-à-dire que je me ressente moi-même, quitte à ce que je ferme les yeux, que je respire, je visualise, voilà, comment je me sens. Et en Comment fonction tu de te sens comment je me aujourd'hui? sens, Ça je peut m'aider. réadapte D'accord. Ok, je vois. en fonction de la forme de juste mon stress, de la journée, mon environnement. Je peux vraiment adapter la demande perçue et vraiment pour Mhm. vraiment caler mes ressources et que ce soit vraiment sur un même niveau. Et en fait, quand j'arrive à le faire, et j'ai très bien réussi à le faire lors de ma dernière compétition, en fait, tout se passe bien et j'ai aucun stress. Enfin, je passe une super journée. Mhm. Même tous les éléments que j'aurais pu redouter avant qu'on fasse le travail ensemble, en fait, je n'y pense même pas. Ils sont même pas dans mon esprit, ne serait-ce qu'un instant, parce qu'en fait, je me suis bien préparée et j'ai vraiment découpé ma journée selon ce que je me demande à moi-même, ce qu'on me demande lors de cette compétition. Est-ce que je dois faire un minima? Est-ce que je dois faire je sais pas quoi, machin? Et ce que je suis capable et ce que je sais dont je suis capable. Et Mhm. comme ça, je peux mettre bien tout en œuvre pour que ça coïncide parfaitement. Donc, si je résume, c'est par une analyse au préalable de la ressource et de la demande. Donc, je mettrai le schéma sur l'écran. Donc, l'idée, c'est Ouais, que par cette analyse-là, tu vas réussir à identifier dans quel état mental tu es et quelles ressources tu vas avoir besoin, ce qui fait que tu peux cibler un objectif qui, pour toi, est accessible, réalisable, et tu vas réussir à mobiliser les ressources nécessaires, adaptées à cet objectif. Donc, tout est, comme tu dis, aligné, parfait. C'est ce dont tu as besoin, c'est tout adapté. Donc, ça part d'une petite analyse avant, une connaissance de soi aussi qui est assez intéressante. c'est Et ça. puis, par la suite, tu arrives à aller chercher ces ressources-là. Donc, il faut pouvoir aussi aller les chercher. Mais là, par exemple, dernièrement, à tes dernières compétitions, de quelles ressources tu as eu besoin, c'est-à-dire de quelles qualités, compétences mentales que tu as souhaité chercher Euh, et former. Là, j'avais besoin de confiance en moi. J'avais Mhm, besoin de confiance en moi et gestion du stress. mhm, Et parce qu'en fait, je sais que quand j'en fais trop, quand je me laisse trop surpasser par des doutes ou par le stress ou l'appréhension, je sous-performe. Mais je mhm. sous-performe totalement, je m'oublie techniquement, j'oublie où je suis, enfin, il n'y a rien qui va. Et donc, je sais que quand j'arrive à une compétition avec de la confiance en moi, donc grâce à cette perception de la demande ressources, Mhm. du coup, en fait, j'arrive à avoir pleinement confiance en moi et du coup, je sais que tout ce que j'ai prévu comme scénario de barre pour la compétition, c'est à ma portée. Je sais que si j'applique techniquement tout ce que ça va le faire. Et du coup, en fait, mon stress, il tombe au plus bas. Et je passe une super journée. Vraiment, je prends du plaisir, en fait, à faire une compétition. Donc c'est ça, pour réussir ces objectifs, il faut simplement choisir les bons objectifs aussi. C'est tout simple, hein. Mais dès qu'on vise un peu trop ou trop bas, eh bien en fait, on est forcément dans un fossé qui n'est pas à notre portée et qui nous permet pas d'avoir un sentiment de compétence. Je dis 1000 fois sentiment de compétence, mais c'est un peu le but de la pratique sportive aussi.
Alors, pour finir, pour résumer, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre en powerlift, qui a envie de faire de la compétition? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Mm. Alors, pour quelqu'un qui démarre la compétition, qui démarre en powerlifting, déjà, c'est prendre son temps. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de sports comme ça, mais il faut prendre son temps. Il ne faut pas être pressé, en fait. Il faut être bien encadré, il faut être patient. Honnêtement, meilleur conseil. Et je pense que moi, si j'avais eu ce conseil-là, j'aurais beaucoup moins souffert au début de ma pratique. Donc, prendre son Donc, il faut temps, vraiment être patient être et être bien patient encadré. et être bien encadré. Ok. Parce que programmation, on ne fait pas de la force comme ça, allez, je vais faire des fois un. Il faut moduler les séries, les répétitions, il faut moduler l'intensité. Et Mhm. ça, il faut des connaissances, il faut savoir programmer, il faut des connaissances techniques, il faut être encadré. Si on veut faire de la compétition, il faut être encadré. C'est C'est important. quoi un bon encadrement pour toi? C'est quoi l'encadrement idéal? Alors moi, c'est un coach entraîneur qui va individualiser les choses. C'est hyper Mhm. important. Qui va d'une part individualiser la programmation et aussi individualiser toutes les ressources techniques qu'il va pouvoir mettre à disposition de son athlète. Mhm. Surtout, c'est un débutant où c'est des pages blanches et c'est là où c'est le plus facile. Donc, en fait, il faut directement ancrer techniquement quelque chose de solide, quelque chose dans lequel l'athlète s'y retrouve pour, en fait, continuer de construire à partir de là. Parce que ce qui se passe, sinon, c'est que ça va faire comme moi. Sur la page blanche, on va écrire un peu, pas du bullshit, mais voilà. Voilà. Et après, c'est toujours plus difficile de tout effacer et tout réécrire que juste de partir d'une page blanche et d'écrire. Mais c'est sûr. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut être patient dès le départ. Il ne faut pas vouloir trop lourd. Il ne faut pas vouloir faire des fois un, s'entraîner intensité maximum tous les jours. Parce qu'au final, ça va juste faire défaut. Ça va vraiment faire défaut. C'est pour ça que là, c'est le rôle du coach d'individualiser et de canaliser surtout. Et en dehors du coach, quel encadrement aussi tu conseilles? Honnêtement, alors pour un débutant, peut-être pas forcément de la préparation mentale. Après, je me trompe peut-être. Hein, voilà. Mais en tout cas, moi, l'encadrement que j'ai et que je trouve qui est optimal, c'est un coach. Après, selon la catégorie de poids de corps ou quoi, avoir un Mhm. diététicien nutritionniste qualifié et de la préparation mentale. Et même si c'est pas forcément un suivi régulier de préparation mentale, honnêtement, je pense qu'une petite séance ou deux avant des compétitions ou des choses comme ça, surtout si on manque de confiance en soi, etc., Oh, ça buguait totalement. Mais oui, tu as dit sur manque de confiance en soi. Alors effectivement, la préparation mentale, c'est pour les sportifs de niveau à la base. Mais l'idée, c'est de prendre des bonnes habitudes et une régularité le plus tôt possible dans sa pratique sportive pour l'ancrer, pour l'intégrer et pour que ça devienne naturel par la suite. Un bon athlète, il devient pas bon comme ça. Il devient bon parce qu'il s'est préparé à être bon. Et en fait, pour moi, la préparation mentale, ça s'adresse pas aux sportifs de niveau en particulier. Mon diplôme s'appelait comme ça, préparation au niveau, performance. Oui, mais la performance, elle vient pas comme ça. Elle vient parce que tu t'es préparé, parce que comme tu dis, tu as un bon encadrement. Et la préparation mentale, ça vient, ça commence dès le départ, en fait. Ça commence, comme tu dis, par un rythme peut-être qui est un petit peu moins soutenu, par un rythme qui est adapté à la pratique sportive, aux besoins de l'athlète à ce moment-là. Et puis ça vient par la suite s'adapter aux besoins et peut-être augmenter la fréquence des séances, peut-être augmenter les techniques utilisées. Mais il faut, dès le départ, avoir un suivi. Pour moi, en même temps, je le fais. Pour moi, il faut avoir ce suivi-là parce que c'est important d'ancrer cette pratique-là et de l'intégrer dès le départ. Parce que ce sera plus difficile après qu'un athlète qui est déjà performant, qui a déjà des routines ancrées, de lui dire, tiens, on va te mettre de la prépa mentale. Il va te dire, ouais. non, j'ai pas envie de ça. Il va te dire, non, mais c'est pas à cause de ça, c'est à cause de ce paramètre-là. Non. Si dès le départ, tu prends en compte ce paramètre, eh bien, tu fais que l'enrichir par la suite et de l'intégrer et tu fais que de le développer. Donc, c'est très important pour moi de commencer dès le départ et de prendre cette bonne habitude. Chacun son rythme. Ah non, mais oui, non, mais carrément. Carrément. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouah, ça fait presque 2 heures. Ouais, grave. Bon, et bien je te remercie en tout cas, Alison. Tu sais quoi, il y a Ouais, peut-être c'est moyen que je super sorte ça intéressant. aujourd'hui, j'ai envie de te dire, hein. Je me déterre, j'ai des trucs Ah à faire. ouais?
J'ai mes colos à préparer demain. Je pars en colo, encore 2 semaines de Ah, direction. trop bien. Et j'ai envie de me déterre à faire ça. Je vais pas monter parce que j'ai pas non plus que ça à faire. Je vais essayer de faire brut, brut, brut. Mais il y a peut-être des moments où ça buguait, où je vais corriger. Je sais pas, je vais voir comment ça va faire. Même ça, je vais le laisser. J'ai pas envie de couper. Pourquoi? On Non, parle. honnêtement, c'était super, super cool. Ouais. Bah, de toute façon, moi, enfin, comme je t'ai dit, tu es quelqu'un avec qui j'adore discuter. Enfin, je te trouve pertinente, tu poses les bonnes questions. Franchement, honnêtement, tu viens de me dire 2 heures, je viens de regarder l'heure, ouais, 2 heures. J'avais même pas, Ben oui, oui. j'avais pas forcément capté le temps qui passe. Mais carrément, mais moi franchement, j'avais très envie de commencer le podcast par toi parce je te suis depuis un moment en prépa mentale et c'est vrai que ton parcours, je le connaissais brièvement, enfin à travers la prépa mentale et Instagram, mais j'avais besoin de sortir un peu de ce cadre-là parce que personnellement, ton parcours m'intéressait et je le trouve inspirant. Donc j'avais envie aussi de transmettre ça aux autres, à ceux qui me suivent. Je me suis dit qu'il y avait une pertinence et franchement, j'ai appris plein de choses quoi. Je savais pas du tout que tu faisais du cheerleading en compétition à ce point. Je savais pas c'est ta motivation, enfin comment ton parcours a pu se coordonner ensuite. Donc moi, je trouve ça très intéressant. J'espère que ça a apporté des choses à ceux qui vont voir cette vidéo. Et puis par la suite, je ferai d'autres podcasts. On verra ce que l'avenir nous révèle. En tout cas, je te remercie pour le temps pris. Et puis, je te tiens au courant quand ça sort. Ça aussi, je vais le laisser. Carrément. Bon, et ben, je te remercie. Passe une bonne Avec journée. plaisir. Et puis, je te tiens au Toi courant. aussi, Aline. Bon courage pour demain. Gros bisous. Merci, Aline. Gros bisous. Coucou, au revoir.